Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Super Potion. Aujourd'hui, numéro spécial, très spécial, celui tant attendu des tendances boissons 2026. Et pour la peine, cette année, Théodore Bécard de Brewing Theory est avec moi en direct dans les locaux de Super Potion. Salut Théodore, ça fait plaisir. Salut Ludo, carrément, c'était l'occasion de marquer le coup. Ouais. Bah oui, parce que ça fait quoi? Ça fait depuis peut-être 2020, 2021 qu'on fait ces épisodes-là. On l'a toujours fait en visio, comme des hommes digitaux. Et là, on a décidé de se voir pour de vrai. Rassurez-vous, on s'est déjà vu dans la vie. Alors rassurez-vous ou non, peut-être que vous vous en foutez totalement. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on voulait être en présentiel. Ça donne un petit peu une autre perspective. Ça crée aussi des complexités techniques parce que j'ai pas l'habitude de recevoir des gens dans ces locaux-là. Mais bon, ça fait plaisir et on va pouvoir parler de plein de choses ensemble aujourd'hui. Alors, pour découper ce long épisode, si vous êtes des habitués des tendances boissons de chaque année sur Super Potion, vous savez que c'est des épisodes hyper denses. Là, on est sur la boisson en général. On va parler des tendances marché, de 10 macro-tendances et de 4 tendances émergentes. On va parler de zoom de catégorie. Donc la catégorie des eaux, des nolos, des boissons fonctionnelles, des sodas alternatifs, et cetera. Et on va peut-être, si on a le temps, pivoter sur le côté tendance, packaging. Mais avant toute chose, est-ce que Théodore, tu peux te représenter, à nos invités, s'il te plaît? Alors très rapidement, vous me connaissez déjà peut-être, je dirige une entreprise qui s'appelle Brewing Theory et on accompagne les acteurs de la boisson dans leurs enjeux de qualité et innovation. Voilà, comment faire un pitch en 1 minute, OK, ça, et ben, à peu près comment tu ça bien pitch. entraîné en leadership et pitch d'ascenseur, donc ça c'est nickel. OK, très bien. Et ben, j'ai envie de dire, bah, pour commencer, on va attaquer, dans le vif du sujet pour pas faire perdre de temps à nos auditeurs. Pe Juste petit disclaimer, si vous voulez, nous regarder en vidéo sur YouTube ou même sur Spotify, il y a la vidéo, vous pouvez le suivre également en podcast, il y a pas de souci. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, Super Potion, donc ça fait plaisir et bah, soutenez l'émission, hein, en likant, en vous abonnant sur la chaîne YouTube, en partageant à vos amis, à vos collègues, et cetera, à vos concurrents même aussi. Ça fait pas de mal. Allez, place aux tendances, marché, aux macro-tendances. Alors la tendance numéro 1, le gut health, l'intestin qui devient le nouveau cerveau. 59 des consommateurs mondiaux considèrent la santé intestinale comme une priorité absolue. On va le voir tout au long de ces tendances boissons. Il y a beaucoup, un focus complet sur la santé, de plus en plus ces dernières années. Les sodas prébiotiques passent de 33 millions à 777 millions en 3 ans, depuis 2022 jusqu'en 2025. Il y a PepsiCo qui rachète Poppi pour 2 milliards. Il y a Coca qui lance Simply Pop. Donc au final, le microbiote, c'est plus une niche, c'est vraiment mainstream. Donc je peux vous montrer un petit peu des exemples, pour ceux qui nous regardent en vidéo. On a Olipop, bah, qui est très caractéristique avec, ses canettes très jolies et très vives avec, bah, des caricatures au final, hyper présentes. Donc ça, c'est un succès, j'allais dire international, en tout cas aux États-Unis, ça marche du tonnerre. On a leur concurrent direct qui s'appelle Poppi, qui sont moins sur le côté, petite mascotte, mais qui ont, aussi des canettes, hyper vive et si vous voulez aller voir sur drinkpoppy.com, il y a une expérience, je crois que c'est juste pour Noël, mais il y a une expérience un petit peu digitale, où ils ont gamifié l'achat, on va dire de wearables, c'est-à-dire de choses qu'on peut acheter, porter, de la marque, et c'est assez fou. On peut choisir, son avatar Poppy et puis on peut se promener comme si on était, dans les Sims et au final, on se promène pour aller quoi? Pour aller voir des choses, qu'on peut acheter directement. Donc en fait, c'est du shopping digital, alors qu'à la base, on ressente quand même, c'est une marque de boisson, hein. Mais bon, voilà, c'est les Américains, c'est comme ça. On montre aussi à l'écran Simply Pop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être plus du côté, européen, si je ne m'abuse, ou français, je sais pas, je sais pas. On a Yas qui ont aussi une com, hyper, Gen Z, clairement. Heu et puis, ce qui est fort avec ces marques-là, c'est qu'il y a pas de l'eau et vin, donc on est vraiment dans l'attitude, dans le lifestyle,
et voilà, ça flash. Alors après, il y a peut-être, trop de claims, pas assez de claims, je sais pas, quelle est la vérité de toutes ces marques. En tout cas, voilà, marketingment parlant, ça vaut le coup d'être cité. Hem, je te posais enfin, est-ce que tu as un petit retour sur le côté, gut health? Bah, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que à la base, quand on parlait de gut health et de probiotiques, le premier réflexe qu'on avait, c'était de parler de kéfir et de kombucha. C'était ces boissons vivantes qui étaient, finalement plus consommées parce qu'elles avaient un effet santé, plutôt que, consommées parce que c'était une alternative au soda. Et ça, on a bien vu que le shift s'était passé, notamment ces 2 dernières années sur le kéfir et les kombucha. Et là, on a du coup l'arrivée de ces boissons qui, on boit plus pour, boire ou s'hydrater, mais on boit pour le bénéfice que ça apporte. C'est soda with benefit, ce qu'on dit souvent. Alors ça, c'est le 1er point, moi, que je trouve intéressant dans cette évolution du marché. Le deuxième point, et tu l'as dit, il y a peut-être trop de claims, il n'y en a peut-être pas assez. Et en fait, ça, c'est un enjeu qui est ultra important, c'est cet univers des ce qu'on appelle les allégations, Mmh. santé ou nutritionnelles, qui est en fait ultra réglementé en Europe, un peu moins, aux États-Unis, quoique, et sur lequel on ne peut pas vraiment se planter et il faut vraiment se blinder en termes de réglementation pour ne pas tromper le consommateur. Et c'est là où il faut être assez vigilant aussi sur ce type de boisson ou si vous avez un projet développement boisson, de bien, border et bien verrouiller l'aspect réglementaire avant de vous lancer pour pas vous retrouver coincé. Vous pouvez vous retrouver coincé, sur plusieurs étapes du process, soit, parce que, vous pouvez acheter des ingrédients à mettre dans votre boisson, mais que vous pouvez pas, enfin, vous pouvez utiliser, même si c'est «interdit» entre guillemets, mais là où ça va bloquer, c'est quand la personne ou le prestataire de fabrication va le mettre en œuvre dans son process qualité, il va vous dire: «Attendez, là votre boisson, on peut pas utiliser cet ingrédient-là, on peut pas la produire, comment on fait quoi?» Et c'est là que ça devient bloquant. Donc il y a, toute cette partie un peu réglementaire qu'il faut bien verrouiller en amont et après on peut faire des trucs assez sympas, ouais. C'est marrant du coup parce que je parlais tout à l'heure qu'on pouvait se faire plaisir parce qu'il y avait pas la loi E20, mais au final, il y a une autre contrainte, juridique, qui sont les allégations de santé et tu disais aux États-Unis et au final, on a quand même, le cas de Poppy, qui a eu une poursuite judiciaire à 8,9, milliards donc enfin c'est vraiment énorme. Alors est-ce que c'est milliards ou est-ce que c'est Millions millions? peut-être. C'est millions, Ouais. ouais, c'est millions, pardon. Donc bon, il y a quand même des choses très importantes. Donc si vous êtes, start-upper dans la boisson et que vous voulez vous lancer dans des claims probiotiques, healthy et cetera, faites bien attention aux allégations de santé et à ce que vous mettez sur, votre étiquette et dans votre marketing, ça, c'est clair. Alors Pour rebondir, je me permets de rebondir là-dessus, mais il y a un concept aussi qui est ce qu'on appelle les 3 P dans l'univers du gut health, c'est faire la distinction entre, prébiotiques, probiotiques et postbiotiques, qui sont du coup, 3 types, d'ingrédients ou de fonctionnalités différentes qui vont pas apporter, les mêmes intérêts santé. C'est aussi intéressant de pouvoir aussi, jongler sur ces, différentes fonctionnalités en fonction de l'objectif qu'on veut avoir, quoi. ouais, c'est intéressant. Alors, du coup, je pense que déjà prébiotique, c'est un terme vraiment nouveau que les consommateurs ont du mal peut-être à cerner. Alors, post ou pro, c'est encore autre chose. Est-ce qu'au final, ces consommateurs-là, vont pas aller acheter leur boisson en pharmacie, pour avoir ce côté, être certain au final que c'est vraiment healthy, que ça va vraiment faire du bien à notre microbiote? Est-ce qu'on se tourne en grande distrib? Est-ce qu'on va en pharma? Enfin, Ça, c'est un vaste sujet, notamment, dans le sujet de la fonctionnalité. On a, ces ingrédients qui sont, de la même façon, d'un point de vue réglementaire, on va aller vérifier si l'ingrédient qu'on veut utiliser, il est autorisé. Pourquoi est-ce qu'il pourrait ne pas être autorisé? Il pourrait pas être autorisé parce que ça peut être un ingrédient, par exemple, novel food. Novel food, c'est tous les ingrédients qui n'ont pas été consommés significativement en Europe avant 1997. d'accord. Par exemple, là, on sort du sujet, mais par exemple, les insectes, c'est pas tout à fait autorisé aujourd'hui dans l'alimentation humaine en Europe parce qu'on n'a pas ce soudainement de retour d'expérience, pour pouvoir dire: «OK, c'est bon, c'est sans risque». Une autre, part des ingrédients qu'on pourrait penser qui sont autorisés dans la boisson, c'est certaines plantes, par exemple, qui vont être autorisées, dans ce qu'on appelle le monopole pharmaceutique et utilisées dans les compléments alimentaires, mais qui ne seront pas autorisées, dans la boisson, dans l'alimentaire. Je pense par exemple à une molécule qu'on entend souvent qui est la L-théanine. Utiliser la molécule en tant que telle de L-théanine, c'est autorisé dans un complément alimentaire, mais ce n'est pas autorisé dans l'alimentaire, en France. Donc ça, c'est hyper important.
D'accord. Alors, là, les 3 premières tendances, on va dire qu'elles surfent un peu sur la même vague. En deuxième, moi, j'avais les performances cognitives, donc les nootropiques, qui remplacent un petit peu la caféine. Un pitch, rapide, la Gen Z ne veut plus forcément de l'énergie brute, elle veut un focus, de la clarté mentale, sans nervosité. Alors quand je dis la Gen Z, bah, c'est sûr qu'il y a quand même, des gens qui consomment encore du Red Bull et du Monster, hein, faut pas se leurrer. Mais bon, on va dire que la tendance macro qui se dégage, c'est quand même celle-ci. On a les, Lion's Made, Ashwagandha, Ashwagandha, et ouais, Reishi, effectivement, Femin, tout ça, qui deviennent, des stars, et le marché des adaptogènes atteindra, 2,8 milliards de dollars d'ici, 2034. Donc, pour vous montrer un petit peu à l'écran, quelques marques qui surfent un petit peu sur ça. Alors là, on est encore, alors je sais pas si on est aux US, mais en tout cas anglophone. Mudwater, dont on a parlé pas mal déjà, dans ce podcast, qui est une boisson alternative au café à base de champignons. Donc c'est un peu le rituel du matin, et j'ai jamais testé. Si des gens ont déjà testé, mettez en commentaire pour nous dire, ce que ça goûte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le côté, alternative? Bah, encore du mushroom coffee, hein. C'est marrant d'ailleurs de dire, mushroom coffee. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de te demander, heu, pourquoi il faut absolument une alternative au café? Est-ce que c'est parce que le café, devient plus cher? Est-ce qu'il va y avoir une pénurie de café? Est-ce que c'est parce que les effets du café sont néfastes? Ou est-ce que la manière dont on le torréfie devient néfaste pour notre corps? Est-ce que c'est bon, au final, le café? Alors, je pense que le café, c'est bon. C'est toujours une question de, je reprends la casquette de coach nutrition, j'en sais rien, mais c'est toujours une question d'être raisonnable, en fait. C'est toujours les excès qui font que c'est pas bon. Maintenant, le café, il y a toute une catégorie, une partie de la population qui n'en consomme pas parce que ça peut être trop excitant et la caféine va avoir un effet, cardiaque, enfin, voilà, sur le cœur et donc on peut être finalement, entre guillemets «interdit» de caféine. Hem Il y a souvent aussi ce qui revient un petit peu dans les échanges, aussi dans le marketing autour de la caféine, c'est que le café, ça donne un petit peu une sorte de boost de caféine, sur un court instant. Alors qu'aujourd'hui, avec des alternatives comme, le maté, par exemple, ou typiquement la L-théanine ou les extraits de thé vert, et choses comme ça, on va avoir une énergie qui est plus sur la durée. Je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de faire, je sais pas, une semaine de boulot ou pas, enfin plutôt de boulot où vous prenez du café et une semaine où vous prenez un maté le matin, vous allez quand même voir la différence, elle est assez palpable, sur la façon de se concentrer et sur la façon d'avancer. Le café, ça peut être aussi un peu, ça peut être, voilà, lié à du stress et à une mauvaise hygiène de vie, ça peut créer, des aigreurs d'estomac, un inconfort, digestif. On rebondit sur le gut health, quoi, finalement. Carrément. Donc voilà. Et en termes d'alternatives café, et cetera, est-ce que toi, tu auras un pourcentage de combien de boissons comme ça tu as développé en France? Parce qu'encore une fois, on parle de tendance et on prend la tendance macro, mondiale. Mais en France, on a l'impression que soit on a du retard, soit ce genre de tendance n'arrivera tout simplement jamais. Est-ce que toi, tu as développé, des alternatives au café, des boissons aux champignons, ce genre de choses? On a travaillé effectivement, pour une société qui s'appelle Cafi, où on a développé des cold brew infusés à froid, enrichis en adaptogènes. On a travaillé aussi cette année, pour Enaco, avec qui on a développé voilà, des nouveaux, Neo Energy Drinks, mais qui sont plus sains, sans sucre ajouté, et pareil, sans caféine issue du café, ou en tout cas sans caféine entre guillemets «artificielle». Heu, c'est, heu c'est des c'est des marques qui sont vraiment au tout début de leur aventure. Aujourd'hui, on sait que pour se positionner sur un marché de la boisson, il faut entre 3 et 7 ans pour arriver à une certaine maturité de marché. Donc, ça reste, encore, très tôt pour pouvoir, voir le succès et le développement de ce type de produit. Il faut imaginer qu'il y a probablement, en général, plusieurs personnes dans le monde qui ont la même idée en même temps, et donc, c'est toujours cette question de: est-ce qu'on est dans une niche, dans une tendance, dans une macro tendance, ou est-ce que c'est juste une tendance émergente? Où est-ce qu'on en est? Je pense que ça participe à une tendance globale là sur la fonctionnalité, et sur cet enjeu, et on y reviendra je pense souvent, dans cet épisode, sur le fait de réduire le taux de sucre aussi. Ça, c'est vraiment l'enjeu numéro un. Comment, réduire le taux de sucre, réduire les calories aussi. Finalement, c'est
se faire plaisir gustativement, ça c'est l'enjeu numéro un finalement, que ça soit bon pour, notre santé, donc ça amène un bonus, un bénéfice en plus, mais sans forcément que ça soit, heu, voilà, avec le côté sucré, le côté trop gras, machin et cetera, quoi. Parce que c'est marrant aussi, on parle d'alternatives au café, et là tu me parles, de boissons énergisantes, ce qui est pour moi peut-être une autre catégorie de boissons. En fait, tu te rends compte que les concurrents directs du café, ça peut être le côté boisson énergisante, mais ça peut être aussi, tout ce qui est, cacao, latte et cetera. Ouais. Donc au final, quand on parle de concurrence et ça d'un niveau, aussi positionnement, marketing, branding et cetera, faut bien se mettre en tête que c'est pas parce que on est une alternative, au café, qu'on n'a pas pour concurrent une boisson énergisante ou du lait d'avoine, du lait végétal. Enfin, on est un petit peu, c'est pas un concurrent direct, mais c'est à prendre en compte dans son marketing en Bah, c'est ce général, qu'on dans sa appelle les com rédactionnelle et les concurrents indirects finalement voilà, ouais. et c'est vrai que si on veut reparler un peu de cette façon de consommer aussi, je pense à Bonjour Drinks, pour le coup, qui a aussi ce concept-là et je l'avais sur le bout de la langue là à un instant. Oui, Cherico je pense qu'on avait déjà parlé, qui a remis au goût du jour la chicorée en lui redonnant un petit coup d'énergie marketing et qui a sorti des variantes, typiquement chicorée plus guarana, pour avoir cette fonction énergisante. Donc il y a aussi une question de diversité de comment on amène de l'énergie et quel type d'énergie, mais aussi une diversité peut-être sur le moment de consommation et de la façon de le consommer. Clairement. En tendance numéro 3, j'avais l'hydratation augmentée, l'eau qui devient fonctionnelle, c'est plus juste de l'eau. Et d'ailleurs, de plus en plus, je sais pas vous, mais moi de plus en plus, je remplace l'eau par l'eau pétillante. Du coup, je trouve l'eau normale un peu fade. Donc là, est-ce que, l'eau qui devient fonctionnelle, c'est pas l'ultime truc, pour le futur? C'est un marché estimé à 10 milliards d'ici 2035. Innovation sur 3 axes, les électrolytes premium, les infusions botaniques et le packaging disruptif aussi. C'est un segment, de plus en plus premium qui accepte des prix, 2 à 3 fois supérieurs des fois. Hem, on n'est plus forcément sur de l'eau, de base, hein, la Contrex, de l'Épar ou quoi. Enfin, tout est enrichi. Est-ce que toi, ça t'inspire quelque chose? Ah, moi je trouve déjà si on regarde les catégories d'eau, on a, l'eau du robinet, on a, l'eau en bouteille, l'eau de source, voilà et puis on a les eaux minérales. Finalement, les eaux minérales, Épar, Evian et cetera, c'était finalement peut-être des eaux fonctionnelles, de la façon dont on s'était marketé, mais peut-être avec, un côté un peu à l'ancienne, quoi, Plus authentique, tu dirais? Ben, Parce c'est qu'il y a toujours différent eu parce que le l'eau. côté minéral, normalement, c'est hyper naturel. C'est parce que c'est une eau qui sort d'un «territoire» entre guillemets. C'est l'eau qui s'est infusée à travers la roche, qui ressort et qui s'est chargée de minéraux et de ces minéraux, on peut dire que, c'est riche en magnésium, c'est riche en bicarbonate, c'est riche en plomb ou en métaux lourds. Ah non, ça, c'est pas bon ça. Mais, et d'ailleurs, c'est un peu le scandale, Perrier? ouais, Perrier, c'est Ouais. Nestlé Water, c'est ça, hein? Ouais, c'était Oui, Perrier, ouais. ouais, c'est Perrier, où en fait, il se retrouve à devoir microfiltrer une eau pour éliminer, les résidus de l'activité humaine. Et finalement, est-ce que cette eau qui se veut être, finalement l'aliment le plus sain et de base de notre, enfin de une brique de notre alimentation, est-ce que c'est vraiment bon? Et derrière les eaux fonctionnelles, on rajoute en fait des éléments en plus. Je pense que ce qui est important, c'est de garder l'idée que l'eau, ça doit servir à hydrater et plutôt de travailler sur le côté, amélioration de l'hydratation, comment j'optimise l'hydratation, Mmh. le côté électrolyte, le côté isotonique, par exemple, qui est, je pense, assez important, et de pas, tomber dans de rajouter du sucre, ou des éléments qui auraient rien à faire dans de l'eau, quoi. Je Et tu pense que disais, catégorie eau de source. Eau de source et eau minérale, pour toi, c'est 2 choses différentes? L'eau de source n'est pas minéralisée? Ou elle l'est, mais Je crois que alors je suis pas expert en eau, mais pour une eau minérale, il faut qu'il y ait une certaine concentration d'éléments minéraux pour pouvoir dire que c'est une eau minérale. OK. Ça, par exemple, la cristalline, c'est une eau de source parce que tu as la source, je sais pas, Sainte-Catherine, mais c'est pas pour ça que c'est vendu comme une eau minérale. Alors que, l'Évian, je pense que c'est vendu comme une eau minérale. On dit que c'est même une eau qui est, où c'est Roucou, alors j'ai pas d'enfant, mais Bio.
mon goût, ce qui est mieux pour les biberons des bébés. Voilà, donc Ouais. et ça, on parle vraiment d'impacts santé qui sont hyper importants et donc on peut pas se planter. Et toi qui fais très attention au profil de l'eau quand tu brasses des bières pour tes clients, au final, tu rajoutes des sels minéraux dans l'eau pour, la réajuster en fonction du profil et cetera. Est-ce que là, on parle pas de fonctionnalité? Est-ce que c'est trop peu pour pouvoir parler de fonctionnalité? Ah, si ça tombe, on pourrait parler de fonctionnalité, sauf que, alors déjà, pour revenir sur le travail de l'eau, nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on part on part de l'eau du réseau qu'on adoucit et qu'on osmose pour remettre l'eau à zéro et de là, on refait des assemblages avec, soit de l'eau adoucie, soit de l'eau du réseau pour retrouver d'une façon la plus «naturelle» possible, entre guillemets, l'eau la plus proche de l'eau de notre client. Si jamais il faut rajouter des éléments minéraux en plus, comme par exemple pour faire une New England IPA où on va rajouter beaucoup de chlorure, ça pour le coup, ça va aller chercher, quelque chose de texturant. Maintenant, selon certains seuils, ça sera peut-être plus problématique d'avoir trop d'éléments minéraux que pas assez. Et là, le problème, c'est que quand on brasse une bière, on brasse un produit avec de l'alcool et parler d'éléments fonctionnels avec de l'alcool, ça marche pas parce qu'il y a la loi et Sauf que tu brasses beaucoup de sans alcool en ce moment, c'est donc ça, on base beaucoup de sans alcool et donc du coup, effectivement, quand on va travailler, la base de l'eau, on va aussi, travailler, si on travaille, le côté électrolyte, on rajoute forcément des éléments minéraux qu'on va pouvoir alléguer. Et le côté il y a un sujet qui est très important, hein, c'est qu'aujourd'hui, hem, quand on va conditionner une boisson en canne, vous avez un souci, qu'il faut anticiper, c'est la corrosivité de la boisson. Selon certains paramètres, la boisson peut être corrosive et peut, venir grignoter le coating, c'est-à-dire la couche c'est une sorte de fine couche de plastique entre guillemets, qui vient recouvrir, le une sorte de «vernis» entre guillemets, qui vient recouvrir le fond de la canette et voilà, ça peut grignoter ce coating et ensuite, percer la canette. Et du coup, il faut surveiller très précisément la formulation et ça peut partir notamment de la concentration de certains éléments minéraux et donc du travail de l'eau. Donc l'eau on travaille aussi l'eau quand on développe des boissons sans alcool. On essaie toujours d'aller récupérer les analyses d'eau de nos clients, pour bien s'adapter à leur process. OK. L'hydratation, c'est le bénéfice numéro un santé qui est recherché. L'eau simple ne suffit plus, électrolytes, vitamines, minéraux. On a le Liquid Death, pour montrer un petit peu directement, à l'écran. Alors Liquid Death, on les présente plus, mais moi j'aime bien les présenter à chaque épisode quasi, tellement j'aime leur branding et leur com et tout. Mais en tout cas, voilà, Liquid Death qui a prouvé que même l'eau plate, pouvait être, culte avec un bon storytelling, hein, clairement. Donc le marché des enhanced water, donc des eaux augmentées, il est de 10,5 milliards de dollars d'ici 2035. Donc c'est assez énorme. Là, on a une autre, on va dire, on a une inspiration, française, Devil's Advocate. Bon, clairement, c'est sûr qu'on a le côté eau en canette, on sait, on sait de qui ils se sont inspirés. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? J'avais une autre marque qui s'appelait Hint. Alors là, dans un packaging, beaucoup plus haut, hein, clairement, c'est une toute petite bouteille d'eau, sûrement en PET. Et voilà, tout ce qu'il y a de plus, haut, mais avec, ce bénéfice fonctionnel, en plus. Il y avait Vitamin Water, il me semble, à un moment aussi, mais qui existait déjà depuis quelques années, sur cette partie hydratation, Oui, ouais. fonctionnelle. On a Prime là qu'on peut voir, Ouais. Prime qui a été lancé par 2 youtubeurs. Ce que je trouve assez marrant aussi, c'est de se dire aussi que c'est des choses qui nous paraissent nouvelles dans une tendance, mais si on pense au Powerade, finalement, on a ces boissons spécifiquement sportives, hydratation, qui existent en fait depuis des années aussi, mais qui sont remixées en mode, bah, autre façon d'utiliser, quoi. Powerade, quand je repense au Ouais. Panaché aussi pour la bière sans alcool. Enfin, j'ai l'impression que tout était déjà là et que maintenant c'est retravaillé, parce que c'est le moment, parce que, technologiquement on y arrive. Moi je trouve que globalement il y a un renouveau du culte du corps depuis ces dernières années. Je ne sais pas si c'est un lien avec tout le côté mascu, des États-Unis ou autre, mais
je trouve qu'il y a une tendance quand même à refaire attention à son corps, donc moins d'alcool, donc fonctionnel, donc un petit peu tout ça. Et du coup, pour ces 3 premières tendances, moi j'avais des questions pour toi. Est-ce que le gut health, c'est un vrai shift scientifique, ou est-ce que c'est du marketing qui surfe sur les tendances wellness? Là, c'est assez difficile, parce qu'il y a à la fois, bah, par exemple, en France, on peut pas, c'est difficile, on parle parfois de boissons vivantes. Ça va être difficile de vraiment alléguer, qu'une boisson, va être riche en probiotiques et qu'elle va avoir un bénéfice santé. Il faut être capable de le prouver et c'est difficile à prouver et donc du coup, on joue sur ce côté-là, mais on marche un petit peu, on marche un peu sur des œufs. Hem Moi, le sentiment que j'ai qui est assez personnel, c'est, la meilleure boisson, pour prendre soin de soi, c'est l'eau, sans rien. Alors ça va pas me faire vendre des recettes de boissons de vous dire ça, mais, et c'est aussi vraiment lié à, un mindset, une mentalité, de prendre soin de soi. Si tu fais du sport régulièrement, si tu fais pas d'excès, si tu, manges équilibré, en fait, tu vas naturellement te sentir, mieux et en forme que si, tu es sédentaire, que tu fais pas de sport, que tu manges, des fast-food, 3 fois par semaine. Heu, boire une boisson riche en prébiotiques, ça va pas te rendre en meilleure santé si derrière tu as pas l'ensemble du mindset qui suit et je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs ces boissons-là, elles s'adressent aussi plus à ce mindset en général qui fait que globalement on va se sentir aussi mieux dans sa peau, mieux dans sa tête parce qu'on a mis, en place les actions et on s'est fixé les objectifs pour y arriver. Je sais pas ce que tu en penses, mais Bah, moi, je pense aussi aux coachs qui sont là pour te coacher et aux salles de sport. Typiquement, les boissons énergisantes nouvelle génération qui veulent rentrer par les salles de sport pour après, être distribués un peu plus. Heu, Moi, typiquement, je me fais suivre par un coach. Le coach, il me dit pas, va prendre cette boisson qui est dans le frigo de la salle de sport. Le coach, il va te dire: «Bah, bois de l'eau, en fait, ou hydrate-toi, 2, ou 3 litres d'eau par jour», donc c'est ça aussi. Est-ce que du moment où toute cette sphère bien-être, coaching et cetera va, va tendre vers ce besoin de ce type de produits récup et autres, est-ce que c'est pas là où le côté social proof Heu, va arriver à te faire, vendre ou à te faire popper en tant que marque ou, donc pour moi, c'est ça, c'est vraiment le côté, la preuve sociale dont tu parlais juste avant. J'avoue que et surtout en France, aux États-Unis moins ou peut-être, moins dans les autres pays. En France, on n'est pas facile en confiance, quoi. On ouais. fait confiance, à ses potes, à ses copines avec qui on a discuté en me disant: «Ah, tu as essayé ça? Bah, ça m'a aidé». On pense aux compléments alimentaires qui ont l'air de fonctionner. Mais la boisson, à part, c'est communément admis que le café, le matin, tu le bois, bim, ça te met direct d'attaque, Ouais. mais bon, c'est un rituel qui a pris des années à s'instaurer donc Moi, ça me fait penser aussi à une chose, hein, on a développé quand même pas mal de boissons fonctionnelles. Quand on veut aller chercher, la quantité d'ingrédients nécessaires pour pouvoir, alléguer, quelque chose source de ou riche en, heu, en fait, on doit en mettre tellement que le goût de la boisson devient, horrible, quoi. C'est juste imbuvable et donc finalement, on se retrouve bah, quand même, à prendre des compléments alimentaires parce que les concentrations sont beaucoup plus importantes et quand on a un cachet, on ressent pas le goût du complément et on a vraiment le bénéfice et je pense qu'aujourd'hui, il suffit de voir, une période hivernale où tu te fais une petite cure de vitamines. Franchement, moi, personnellement, je vois la différence. Maintenant, si on veut aller, chercher, une allégation, source 2 ou enrichie, ça doit être, 15 des apports, journaliers. Bah, c'est que 15 des apports journaliers, donc il faudrait boire combien de canettes pour aller chercher 15 des apports journaliers? Voilà, vous voyez un petit peu une le cannelle qui a du goût, donc du coup du sucre, donc du coup voilà, du sucre et voilà. Alors et c'est marrant, je rebondis sur le coach parce que moi aussi j'ai un coach, sportif, là depuis peu, et pour le coup, lui, il m'oriente pas il me dit effectivement: «Bois 3 litres d'eau par jour», mais il m'oriente pas forcément sur de la boisson fonctionnelle. Par contre, il m'oriente pas mal sur de la protéine et ça, c'est un gros sujet, tendance boisson aussi pour le coup, où là, il y a, un univers, alors je pense qu'on en reparlera peut-être un petit peu après, mais un univers de la protéine entre,
déjà la protéine, les acides aminés, les différents types, d'ingrédients et leur bioassimilation, bah, c'est tout un sujet, ouais. Ouais, bah, ouais, la prod, c'est un gros sujet, qui va avec tout le reste, hein. Bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a en tendance numéro 4? Alors, bah, qui est là depuis, alors je sais même plus si ça s'appelle une tendance, hein, mais, les bières sans alcool, qui ne sont plus un compromis et qui sont vraiment un choix délibéré aujourd'hui. 22 de croissance pour la bière, sans alcool aux États-Unis. Athletic Brewing, je vais m'en remontrer même si les gens connaissent au bout d'un moment parce qu'on en parle depuis longtemps. Mais Athletic Brewing qui passe de 875 à 400 000 barils. Donc ça fait beaucoup de litres, en tout cas, en 6 ans. Je crois que la marque vaut à peu près 800 millions pour l'instant. La bière sans alcool, c'est plus le plan B. C'est plus le plan du Sam au final. C'est vraiment un choix lifestyle et 61 millions de nouveaux consommateurs bah, ont été recrutés entre guillemets entre 2022 et 2024. Donc voilà, donc c'est vraiment une grosse trend. Guinness bah, s'y est mis, hein, forcément les industriels s'y sont mis. On peut voir Guinness 00. En France, on en a plein en France. Moi, j'ai pris la brasserie Parallèle parce que je les aime bien et qu'on avait fait un podcast ensemble, qui font des très bonnes bières sans alcool aussi. Et pour rester un petit peu français aussi, parce qu'on a un podcast français. Heineken, forcément, bon bah voilà, on parle plus, mais Heineken 0, c'est là depuis un moment. Donc en gros, moi, ma question, c'est est-ce que le Nolo va cannibaliser l'alcool traditionnel ou créer de nouvelles occasions de conso? Est-ce que le Nolo cannibalise? Bah, l'alcool traditionnel, bah, en fait, on a plutôt une baisse de consommation d'alcool, et donc le Nolo, c'est peut-être une façon de consommer responsable, tout en se faisant plaisir. Aujourd'hui, on va avoir souvent l'exemple de, je commence par me prendre une bière sans alcool ou un verre d'eau avant de commencer ma soirée, et ensuite je me prends une bière et puis je termine par une bière sans alcool. Comme ça finalement, je conduis safe, et puis je fais gaffe quoi. Ce qu'on Heu, appelle le zebra stripping, hein, parce qu'il y a un nom. D'accord. ah génial, trop Il y bien. a un nom pour ça. Passer de Mmh. l'alcool au sans alcool et on voit au final que les claims, «Je bois plus», machin, ne marchent plus forcément parce qu'un consommateur, une consommatrice, bah, ça boit de l'alcool, puis ça boit plus d'alcool, puis ça reboit de l'alcool et puis ça évolue. C'est pas un humain est complexe, quoi. C'est pas résumé, Exactement. quoi. Hem, ouais, c'est à peu près ça. Je réfléchis un peu si j'ai d'autres choses, qu'on Bah, peut-être une autre approfondira question. plus spécifiquement quand on parlera de bière, sur un autre J'ai épisode, mais j'ai envie de te demander aussi que comment t'expliques qu'une bière sans alcool puisse être vendue au même prix qu'une, craft alcoolisée, du coup? Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est du culot? Est-ce que c'est on teste et puis on voit en fonction du marché, en fonction de qui a envie d'acheter ça? ah oui, alors oui, on pourrait parler longtemps sur le sujet. Si j'essaye d'être succinct, on peut parler d'abord, d'une histoire d'économie d'échelle. Vu qu'on a quand même un produit qui est fait en moins grand volume, bah, en termes d'économie d'échelle, c'est, forcément, on va avoir un coût de revient global qui sera plus important. Maintenant, c'est surtout une question de technologie. Pour faire un rappel très rapide sur les différentes façons de faire une bière sans alcool, il y en a 2. Soit je fabrique une bière avec une machine qu'on appelle un désalcoolisateur. C'est des investissements qui sont extrêmement lourds. On parle du million d'euros pour commencer. On va désalcooliser, enlever l'alcool, l'eau. Il va nous rester une sorte de sirop. De ce sirop, on va rajouter de l'eau, rajouter des arômes, rajouter des bulles, rajouter du houblon et refaire une bière. Donc en fait, ça coûte le prix de faire une bière, de la défaire et de la refaire. Donc ça coûte plus cher. Techniquement, l'autre technologie aujourd'hui qui existe, c'est de le faire par fermentation. Donc on va sélectionner des souches de levure spécifiques qui vont transformer les molécules aromatiques du mou de bière pour en donner des molécules aromatiques qui ressemblent à de la bière. Voilà. Ça demande des investissements qui sont moindres, mais ça demande quand même des investissements. Ça demande du temps, ça demande de la recherche et développement. Et voilà. Et puis peut-être le troisième point, et ça c'est plutôt une question, plutôt marketing je dirais, c'est qu'il y a, une question de valeur perçue. Le On vend aussi un produit, pas que pour, en prenant son coût de revient matière, et général et en appliquant un coefficient, mais aussi parce que, ça répond à un besoin et ce besoin, il a une valeur. Alors je pense que tu me rejoindras là-dessus. Ouais, carrément. Bah, à la base, moi, j'avoue que j'étais pas, partisan des bières sans alcool, tout simplement parce qu'elles étaient,
très flotteuses. Elles le sont encore pas mal, mais la mousse restait peu, c'était un petit peu de la flotte. On avait l'impression que c'est comme, quand tu vas au McDo et que tu vois le distributeur de Coca qui fait eau, Coca. Bah, là, j'avais l'impression que c'était un peu la même chose, bière, eau et ça faisait le résultat. Bon, ça a quand même, vraiment, ça s'est vraiment amélioré. Moi, ma préférée hier, j'en ai goûté une, c'était une Brûlot. Ouais. C'était très bon, une DDH IPA sans alcool. Il y en a une derrière qui s'appelle 22 Strict, pour moi, c'est la NEIPA sans alcool, ultime. Pour le coup, je les trouve vraiment très bons, eux et non, après, bon, bah, c'est des choix perso, mais moi, j'aurais été plus partisan de la Hopwater qui n'est jamais arrivée en France vraiment, parce que pour moi, c'était pas la promesse d'une bière moins bonne, c'était vraiment la promesse de autre chose. On arrive sur de l'eau qui est houblonnée, donc et au final, le marché fait que, bah, c'est jamais venu. Enfin, en tout cas, il y a certains brasseurs qui le font, mais c'est pas redevenu une catégorie en soi, comme l'IPA devient une catégorie, tu vois? On se le disait un petit peu en off tout à l'heure, on a l'impression que parfois, ce qu'on observe aux États-Unis, ça nous passe au-dessus de la France et puis ça arrive peut-être en Angleterre, dans les pays du Nord, enfin en Belgique et cetera et pourquoi est-ce qu'en France, on a autant de mal à, à faire naître ces innovations? Ça, c'est une grande question. Il y a peut-être une forte attache à la tradition, Ah bah, c'est ce qui cure. C'est le peut-être, vin, la tradition, quoi. peut-être une difficulté à faire face au changement, et du coup, et puis aussi, son Hopwater, Hard Seltzer, c'est guttural, c'est «moche» entre guillemets, d'un point de vue, Naming? naming, dénomination et ça parle pas en fait et enfin je pense que ça parle pas. Ouais. Pourtant on avait fait un festival à Arras, on avait présenté une Hopwater, on était sur ce festival de bière finalement le seul stand où on proposait du sans alcool. On a on a vidé nos 2 fûts de Hopwater en l'espace d'une après-midi, quoi et ça avait fonctionné et ça avait bien plu. Maintenant de là à refaire l'effort d'achat, c'est questionnant. Puis c'est très hydratant, donc c'est aussi très lié à la saisonnalité. On a pense pas forcément à boire une Hopwater au milieu du mois de décembre. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Pour continuer, 5e tendance, la premiumisation des mixeurs. Alors quand je dis mixeur, de quoi je parle? Eh ben, je parle, globalement des toniques, hein. Le marché des toniques qui marche fort, tonic, ginger ale et cetera. On a même un peu le retour des limonades dans le côté un peu craft CHR. Donc ça marche plutôt pas mal. La culture cocktail, à la maison, continue de perdurer, hein. Les toniques et mixeurs premium deviennent des produits de destination. Il y a Fever Tree qui domine dans plus de 80 pays quand même. Et c'est un segment premium qui représente, plus 60 de la valeur du marché. Donc quelques produits, bah, on a Fever Tree, on a également, Q-Mixer. Voilà, le packaging paye pas de mine, mais la plupart du temps, quand on parle aussi de premiumisation, c'est de la premiumisation du rituel de consommation et là, on le voit carrément, bah, on est dans de l'utilisation, en cocktail, quoi. On a aussi, bah, Izop en France, hein, on en parle souvent. On a d'autres marques de tonic Mmh. aussi, mais pareil, Izop, par exemple, moi, j'étais un grand fan de leur soda pamplemousse. Alors là, on est peut-être dans le soda alternatif, mais quand j'ai goûté leur tonic tout simple, il était tellement herbacé et tellement, complexe, en fait, j'avais même pas besoin de rajouter, du gin dedans, en fait et ça me faisait limite un gin sans alcool, enfin un ginto sans alcool, sans le gin, en fait. Il y a un Donc il y a un gros enjeu sur ces mixeurs parce qu'aujourd'hui, quand on parle justement un peu boisson sans alcool, on peut vite tomber dans le pendant du très sucré et en général, si on souvent, on observe quand même que si on veut pas boire ou on veut boire moins d'alcool, c'est aussi parce que derrière il y a un enjeu de calories et de boire aussi moins de sucre et avec un tonic en fait, le tonic, c'est amer et donc l'amer permet d'aller chercher le côté un peu serious drink, un peu mmh. boisson pour adultes. Ça donne de la longueur en bouche, ça donne du relief et ça permet de pouvoir boire sa boisson au même rythme que son pote, ou sa pote qui boit une bière. Et ça, c'est hyper important et on va retrouver un petit peu tous ces éléments dans tous ces notes aromatiques, un peu physiques. On parle, tu vois, tout ce qui est piment, par exemple, tout ce qui est gingembre, donc le piment, l'amertume. On va retrouver aussi, il y a une tendance un peu émergente qui commence à arriver autour de tout ce qui est umami et salé aussi.
Je sais pas si tu avais entendu parler de ceux qui boivent le jus des concombres, tu sais, le jus des cornichons. Ah non. Il y a une tendance un peu émergente là-dessus aussi, quoi. OK, intéressant. Ouais, mais en tout cas, oui, et puis tu parlais d'épices et de salé. Moi, je pensais aussi aux spiritueux sans alcool qui se sont mis à poivrer et à épicer leurs produits pour donner ce petit kick d'alcool, en fait. Enfin, parce que comment tu donnes ce kick d'alcool si tu rajoutes pas ce genre d'ingrédients, donc ouais, donc en tout cas, c'est une des tendances qu'on voit, les mixeurs. On avait en tendance 6 les RTD, café et thé, donc un genre de commodité premium. Le cold brew, nitro et les lattés, hot meal, sont RTD, explosent vraiment. Alors, quand je dis explose, on n'est toujours pas forcément dans un marché français, mais vu qu'on parle des tendances, je vais le répéter plusieurs fois ça, je crois, pendant l'émission. Mais voilà, en tout cas, le cold brew, mais qu'est-ce que vous faites en France? Si vous nous écoutez, lancez du cold brew parce que les gens vont être fans. Donc c'est un marché RTD global de 120 milliards de dollars aujourd'hui, 220 milliards en 2034. Les consommateurs veulent leur café specialty vraiment sans attendre aujourd'hui. Euh, quelques marques peut-être à montrer pour ceux qui nous regardent en vidéo. Pop and Bottle qui font voilà, des petits cold brew assez sympas. Les bouteilles sont mignonnes et C'est quoi? C'est un concentré? là, c'est un concentré, ouais, qui est mis dans l'eau. Intéressant aussi. Et tu vois, Meat Coffee Concentrate. Euh, donc, en fait, voilà, c'est mignon. Il y a toujours un côté cocktailisant. Là, ils ont un peu des pailles à la Olipop, justement, dont on parlait tout au début. Tout est très Gen Z, très TikTok friendly, Instagram friendly. Enfin voilà, de toute façon, quand on a une marque de boisson nouvelle génération, on est obligé, voilà, de faire des belles photos comme ça pour avoir ce côté rituel, quoi. Là, honnêtement, j'ai trop envie de goûter, voir ce que ça donne, ce truc-là. Et puis, ce qui est bien dans le côté customisable, c'est que, en fait, un jour, tu le mets dans de l'eau, un autre jour, tu le mets dans du lait d'avoine, un autre jour dans du lait de soja, un autre dans. Enfin, tu choisis en fait ta base en soi dans les On a concentrés. un moment cette année, alors on n'y a pas répondu parce qu'on voilà, c'était pas forcément quelque chose auquel nous on était prêts pour être réactifs et dans le timing que demandaient nos clients, mais on a eu une vague sur le matcha cette année. C'était à peu près en janvier, février et mars. On a eu 4 ou 5 demandes de matcha et notamment matcha latte base des végétaux. Et ça a été OK. une grosse demande sur ce même type-là de produit, quoi. Parfois, ça reste comme ça, c'est assez bizarre, hein, ça arrive par vague. Et là, pour le coup, c'est pour aller tacler le CHR plus. Il y avait oui, c'était plutôt du CHR. C'était plutôt du CHR et c'était plus des prospects, des clients qui étaient plutôt au nord de l'Europe aussi, sur une cible nord de l'Europe. Donc export. Oui, Belgique, OK. Bruxelles, Pays-Bas, Europe du Nord. Parce qu'en ratio, dans ton entreprise, tu as combien de Français versus reste du monde? Je pense qu'on a 95% de Français, OK. 5% Belges, je dirais, enfin allez, non, peut-être 92% Français, 6% Belges, et on a 2 ou 3% ailleurs dans le monde. Mais notre client plus éloigné est en Australie, voilà. OK. Mais Et en termes de start-upitude, est-ce qu'il y a énormément d'entrepreneurs pour le coup? eh ben, ça dépend vraiment de l'application. Quand on parle de bière spécifiquement, on travaille plutôt avec des brasseries qui sont déjà installées. Quand on parle de néo-boissons fonctionnelles, c'est typiquement des projets plutôt start-up. De temps en temps, des side projects, mais ça, c'est plus sur des projets un petit peu plus boissons traditionnelles. Je pense par exemple au Bissap, on a eu un peu de boulot cette année sur le sujet. Voilà, globalement, c'est ça. Et puis de temps en temps, des grands groupes internationaux sur des sujets de R&D un peu plus poussés, un peu plus techniques. Mais ça, c'est des projets plutôt sur le long terme. OK, d'accord. On va continuer sur la tendance numéro 7 qui est la réduction de sucre massif. 44% des consommateurs considèrent que le critère faible en sucre est vraiment un critère d'achat important. Euh, il y a aussi le Royaume-Uni qui étend sa taxe sucre aux boissons lactées et RTD d'ici 2028.
Il y a une nouvelle définition FDA de healthy en février 2028 qui impose des limites strictes en sucre ajouté. Pour décorer un petit peu cette tendance, moi j'ai une marque à vous montrer qui s'appelle Zevia. Zevia, c'est un soda qui est zéro tout, zéro sucre, zéro fausse couleur, zéro faux édulcorant, etc. On se demande si on boit pas de l'eau, hein, encore une fois. Ouais, après, fake color, fake sweeteners, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est peut-être se dire, pas d'arôme artificiel, pas de colorant artificiel. En fait, si aujourd'hui vous regardez le panorama du marché, je pense que, 90 des produits aujourd'hui sont, ou 80 des produits sont sans, sans colorant artificiel et sans arôme artificiel parce que c'est une tendance clean label qui c'est même plus une tendance, c'est la base en fait aujourd'hui là-dessus. On va encore voir des boissons avec des couleurs hyper, flashy, mais souvent, ça vient pas, d'Europe, hein, ça vient des États-Unis et je pense à ouais, c'est ça, ils ont encore, un certain nombre d'ingrédients autorisés qui chez nous ne sont pas autorisés et que c'est hors de question de le voir sur une étiquette. Mmh. Vous regardez, aujourd'hui même un soda industriel, mass market, c'est la composition derrière, elle est super clean, quoi. Donc là, je dirais qu'il y a quand même une bonne partie de marketing aussi dans ce produit, quoi. Ouais. Heu, Et si on reparle du sucre en réduction de sucre, tu en parlais déjà tout à l'heure. Est-ce que tu ça, peux c'est ajouter peut-être des choses, alors, il y a un sujet, en avril dernier, il y a la nouvelle taxe soda, tu en as parlé, qui est arrivée en France et aujourd'hui, sur une boisson qui va être, entre 5 et 8 grammes par, 100 ml de sucre ou supérieur à 8 grammes par 100 ml de sucre, on va avoir une part taxe sucre qui sera, 2 à 3 fois plus importante que le coût juste matière première de la boisson. Donc c'est énorme. Donc le gros enjeu aujourd'hui, et on travaille beaucoup là-dessus, c'est de passer sous la barre des 50 grammes par litre ou des 5 grammes de sucre. Pour vous redonner une ordre d'idée, un Coca, c'est à peu près, 110 grammes par litre, 11 grammes au 100 ml. Donc c'est assez considérable. Et donc on est obligé de alors il y a plusieurs façons de travailler, c'est hyper intéressant. On peut travailler, sur les choix des aromatisations, enfin quel type de fruits, de plantes on va utiliser. On peut travailler, bon, sur la réduction du taux de sucre en tant que tel, mais plus on diminue en sucre, moins on perd ce côté gourmand, rassurant, plaisir. Donc il faut aller trouver des alternatives. Alors vous avez toujours, les édulcorants, intenses, sucralose, aspartame, acésulfame K, mais qui sont pas forcément, ceux qu'on a envie d'utiliser, qui sont plutôt décriés. On a eu énormément d'amélioration de la qualité, et d'innovation sur tout ce qui est produit à base de stevia. Donc de cette plante qui est 400 fois plus sucrée que le sucre, on a aujourd'hui, des nouvelles façons alors ça reste du produit qui est assez transformé, mais ça permet d'avoir un édulcorant qui est plutôt naturel et qui se rapproche de plus en plus du sucre. On a d'autres, technologies, d'autres ingrédients qui existent, ça reste encore un petit peu en marge, et surtout, ça va aussi augmenter drastiquement le coût de revient. Donc faut trouver le bon équilibre, quoi. Et un élément qui est, je trouve, assez intéressant, c'est de travailler sur les épices. Par exemple, si vous travaillez de la vanille, bah, naturellement, la vanille, ça va renforcer le côté gourmand et sucré d'une boisson, sans forcément rajouter du sucre. Donc ça, c'est tout des petites astuces de formulation qu'on peut avoir pour aller chercher, mais en tout cas, c'est clairement une demande qui est systématique dans vraiment, quasiment, 90 des produits qu'on développe aujourd'hui, dans le sans alcool sont, doivent être, faibles en sucre. alors quand tu dis faible en sucre, on se situe à quelle moyenne, Que je dise pas de bêtises, selon les allégations, faible en sucre, c'est inférieur à 2,5 grammes par 100 ml. Ah oui, donc c'est vraiment C'est vraiment très bas. peu, ouais. Alors ça, c'est pas tout parce que c'est vraiment ensuite, gustativement parlant, c'est moins évident. Un kombucha, Mais c'est quoi généralement? Ça peut voilà, alors ça peut être hyper Ouais, c'est large, ouais. si tu as un kombucha hyper traditionnel, où tu viens le côté très sec, très fermenté, très acide, en général, tu as plus beaucoup de sucre, parce qu'on a fermenté Mais c'est du beaucoup. vinaigre, ouais. Mais c'est du vinaigre, c'est ça. Si tu as, un kombucha qui est, une, comment dire? Voilà, un blend avec des jus et cetera, forcément, tu vas avoir un taux de sucre plus important. Maintenant, on le voit aussi, on n'en parle pas forcément, mais dans le vin sans alcool,
aussi la recherche de ne pas avoir des produits trop sucrés. Dans la bière sans alcool aussi, il faut jouer le bon curseur entre le fait qu'il y ait pas d'alcool et qu'il y ait pas trop de sucre. Alors le sucre, c'est ce qui amène, de la rondeur, qui amène du corps aussi. Donc comment je fais pour pas avoir ce côté aqueux? Et là, on a encore d'autres petits, hem, d solutions, Importé, ouais. à apporter, ouais, tout à fait. OK. Ensuite, on avait, les fermentations, au-delà de la kombucha, du kombucha, pardon. Donc, par exemple, le hard tepache, alors on va expliquer ce que c'est le tepache, les fermentations, exotiques. Le kombucha, il a ouvert la voie. Ça fait quand même un moment que ça existe, enfin, ça fait très, très longtemps que ça existe, un moment que ça commence à être démocratisé et maintenant quand on dit kombucha, bon après il y a Squeezie qui a lancé sa marque et cetera. Je pense que ça a démocratisé le truc. Le kéfir d'eau et cetera donc kéfir d'eau, kvass, comme on dit? Moi, j'ai toujours dit Kvass, mais Kvass, je ouais. sais pas si on allait dire ça, ouais. On va expliquer. En gros, le marché du kombucha, c'est de 6 à 12 milliards d'ici 2030-2035. Il y a Lipton qui lance sa gamme de kombucha au UK. On va dire que les fermentations régionales, elles gagnent en visibilité. Et ensuite, côté tepache, alors le tepache, c'est de l'ananas fermenté, hein, concrètement, ou est-ce qu'il y a des. Ouais, alors traditionnellement, ça va être on récupère les peaux de l'ananas. Vous pouvez le faire à la maison, c'est hyper facile. Vous récupérez la peau de l'ananas, vous mettez dans de l'eau avec du sucre de canne, vous mettez du piment, du gingembre, vous laissez, ça à température ambiante pendant 2 jours et ça devient, naturellement pétillant. Ensuite, vous enlevez tout ça, vous mettez en bouteille, 24 heures à température ambiante et vous avez un soda pétillant. Ah, très légèrement alcoolisé, je pense probablement entre 0 et 1 d'alcool. Ok. Entre 0,5 et 1,5 d'alcool et ça vous fait une boisson qui est assez sympa. Vous pouvez le faire aussi avec de l'ananas directement, mais ça marche bien avec les fruits. T'en as déjà fait, toi, du coup? Ouais, j'en ai déjà fait, Ok. quelques années déjà. Et là, bah, du coup, il parle de hard tepache, avec le kvass russe aussi, qui est du pain fermenté. Tu m'as dit en off qu'il y avait 2 kvass Ouais, différents. je crois qu'il y a, un kvass qui est plutôt alors ça, je suis pas tout à fait sûr, mais qui est plutôt autour de soit de restes de pain, qu'on fait fermenter. Voilà, même à base de seigle, il me semble et il y a aussi un kvass qu'on appelle un kvass de betterave et là, vous prenez, une betterave rouge, par exemple, crue, vous coupez en dés, vous la mettez dans de l'eau avec un peu de sel, c'est une lactofermentation et vous allez avoir, à la fois une lactofermentation de votre betterave et en même temps le jus derrière qui peut être bu comme une boisson, pour le coup riche en probiotiques, avec cette fermentation. Ok. Et ça, si vous commencez à explorer l'univers de la fermentation, il est passionnant et alors on peut en parler pendant des heures et c'est assez canon, mais vous avez, des tas de choses. Alors ça me fait penser notamment on appelle souvent le champagne des fées. Je sais pas si tu as déjà entendu parler? Non, je ne dis rien. C'est, une boisson qu'on fait en général au printemps, au moment où on a la floraison du sureau. On récupère les fleurs de sureau, on les met juste dans de l'eau, on les fait infuser dans de l'eau avec un peu de sucre et les levures qui sont naturellement présentes sur, la fleur de sureau vont créer une toute petite fermentation et faire cette boisson sans alcool, ce pétillant de sureau. C'est super sympa, c'est hyper facile à faire, et ça, c'est typiquement, dans ce qu'on observe, dans les tendances fermentaires, quoi. Mmh. Et bah, du coup, ça amène de l'authenticité culturelle hein, et ça, c'est quelque chose qu'on recherche et surtout des profils, de saveurs qui sont vraiment uniques, quoi. Enfin, moi, pour le coup, je gravite dans l'univers de la boisson depuis un moment déjà. J'ai jamais goûté de tepache encore et ça j'avoue que ça me donne envie, quoi et bon, est-ce que le Mexique va venir en France, pour le plaisir de nos papilles? Ça, je sais pas, on verra. En tout cas, on peut montrer à l'écran quelques marques, de kombucha. Moi, je trouvais celle-là assez intéressante, je trouve que très réussi la gamme. Ça peut faire GD, ça peut faire un peu fait main et ça fait partie des trends qu'on voit arriver un petit peu, des tendances packaging design. Moi j'aime beaucoup vraiment ce visuel et puis je suppose que dans tous les cas ça cristallise un petit peu le côté, intestin, microbiote et tout ce qui se passe à l'intérieur, ce petit enchevêtrement de lignes. Et eux ils ont énormément de choses sur Humm, HUMM. Ils ont énormément de kombucha différents. Donc, en gros, la plupart de leurs produits sont en canette. Hein. C'est Ça remonte là-haut, je trouve ça génial, le nitro kombucha. Nitro kombucha, ouais. Alors c'est du kombucha, oui, c'est un nitro kombucha, donc nitro, c'est le côté azote, on rajoute de l'azote
plutôt que du CO2, donc du gaz carbonique pour amener de la pétillance, et du coup, ça donne un côté creamy, un peu plus velouté. Typiquement, la boisson la plus connue que vous connaissez avec de l'azote, c'est la Guinness. Ouais. C'est ce que j'allais dire. OK. Ouais, donc le côté, creamy aussi, c'est assez, donc côté crémeux et et assez dense au final, c'est assez recherché mais là, ça reste quand même pétillant, quoi. C'est pétillant et dense en même temps? Très faiblement pétillant, bah, comme une Guinness. En fait, je Ouais. pense qu'il y a une recherche aussi d'expérience. Mmh. Tu on vient rechercher de la texture, comme on peut aller rechercher, des perles de tapioca dans un bubble tea ou, des morceaux d'agave dans, les mogu mogu, tous ces trucs-là, on vient chercher l'expérience, quoi. Là, je montre Synergie, kombucha qui fait très, très penser à une marque, de kombucha française, Ouais, puis ça date d'à peu près de la même époque, hein, sur le karma. ouais. Voilà, là, c'est quoi? C'est GTS Living Foods, alors c'est marrant, Living Foods, donc la nourriture vivante, quoi. L'aqua de kéfir, elle est assez sympa cette bouteille, cette canette aussi à base de alors, le cactus, peut-être qu'on en fera quelque chose, hein, peut-être que c'est déjà fait? Il y avait un truc à l'époque, une sorte de boisson alcoolisée, au cactus, tu sais, qu'on achetait en même temps que la Smirnoff Ice quand on avait, Ah 18 oui, ans. OK. Hem, et dans la série un peu fermentée comme ça, attends, tu l'avais plus bas justement, je crois. Descends Ginger beer, voilà, ginger beer Ah oui, aussi, on n'en parle pas, mais ça, c'est vraiment, on en reparle. aujourd'hui dans enfin, non, oui, là, oui, on n'en a pas encore parlé, mais excuse-moi, on a, kombucha, kéfir, ginger beer, c'est le top 3 des boissons fermentées aujourd'hui, en France. Donc là, on peut voir le Ouais. ouais, ce design était vraiment très réussi. Moi, j'aimais l'audace en termes de design, d'avoir une typo manuscrite qui est entièrement en majuscule, parce que ça se fait pas généralement, mais là, comme c'est écrit Tepache comme ça en majuscule avec une typo, manuscrite, je trouve ça vraiment intéressant et puis avec des contrastes de couleurs qui sont très frais, quoi et la petite collerette en haut, avec des petits losanges, qui me donnent, moi, cet esprit peut-être un petit peu, traditionnel mexicain. Je sais pas, il y a un côté, sombrero, je trouve, là-dedans qui est assez cool Vraiment, si et vous avez l'occasion d'aller faire cet essai, ne serait-ce de le faire à la maison sur votre prochaine ananas, c'est vraiment sympa comme expérience. Il y a aussi, et ça me fait penser un peu une tendance aussi gustative qui vient un peu plus du Mexique, c'est aussi ce côté très, agrumes lime, citron vert, le côté acide, au Mexique, ça fonctionne beaucoup comme ça, hein, on mélange le citron vert et le piment, dans le salé, c'est assez dingue, on n'est le pas du tout habitué chez nous, hein, ouais, le petit rituel, Corona, quoi, de la c'est l'impression un chicorée genièvre, hein, mais mais voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on voit. Bon, maintenant, voilà, on sait ce que c'est le kombucha, du coup, on passe à autre chose et donc après, bon, bah, voilà, en France, je trouve qu'on est encore assez timide sur le marché, notamment, le kéfir, c'est un peu le cousin du kombucha, mais il y a pas 30 000 marques de kéfir en France, quoi. Le kombucha, c'est, à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année en France avec une croissance de plus de 168%. On se demande pourquoi. Le kéfir, c'est un peu moins de 2 millions. OK. Pour donner un peu là-dessus, et dans le kéfir, il y a un acteur qui pèse pour 50%, ça s'appelle Labo du Moulin. Ils font un kéfir qu'on trouve un peu partout, notamment, dans les gares, même dans les stations d'essence, et cetera, et c'est eux, ils pèsent quasiment 50% du marché. Et quand on parle de kéfir, on parle de kéfir d'eau, kéfir de lait, kéfir de fruits, c'est, Alors, ça, c'est un vrai sujet, justement un sujet d'actualité. Quand on parle de kéfir dans la boisson sans alcool, bah, on pense au kéfir d'eau, qu'on peut appeler aussi traditionnellement tibikos, mais en fait, on connaît plutôt le kéfir, sauf qu'en fait, dans toute une autre partie du monde, le kéfir, on le comprend pour le kéfir de lait. Alors concrètement, c'est à peu près les mêmes process, c'est pas tout à fait les mêmes grains de kéfir qu'on utilise, mais c'est deux boissons, et aujourd'hui, il y a un gros enjeu parce que tous les producteurs de kéfir d'eau en France ne peuvent plus appeler leur kéfir kéfir parce que l'appellation kéfir est réservée au kéfir de lait. Ça c'est, probablement dû, alors ça je n'ai pas tout à fait, la certitude de ça, mais peut-être de puissants lobbies qui vont peut-être plutôt mettre en avant ça. Et dernièrement, on a, Danone qui a dû sortir une campagne de pub, I love kéfir, et c'est plutôt du kéfir de lait, qui est mis en avant. OK. Donc ça, c'est un enjeu. Comment ça va se profiler, l'avenir nous le dira, mais voilà. C'est
un peu les challenges, les eaux tumultueuses de l'univers de la boisson où il faut trouver sa place et s'y maintenir. OK. En tendance neuf, moi j'avais aussi le packaging, aluminium et l'économie circulaire, l'alu qui s'impose vraiment sur le marché, recyclable à l'infini, avec 75 de taux de recyclage global, contre le PET qui est à 47 et il y a 78 de lancements de bières qui utilisent des canettes. Alors quand on dit lancement de bière, je pense que c'est les bières, c'est les crafteux, hein, c'est la nouvelle génération. Donc voilà, et Singapour qui lance sa consigne obligatoire en 2026. Donc là, je peux montrer à l'écran une marque qui s'appelle Flow, qui est de l'eau, en fait, tout simplement, sauf qu'ils sont dans un genre de Tetra Pak. Et l'idée, c'est qu'en fait, ils ont réussi maintenant sur certaines bouteilles, alors je ne sais pas les détails, mais en tout cas, à enlever l'alu de ce genre de Tetra Pak. Donc c'est là aussi on dit économie circulaire. D'un côté, il y a l'aluminium qui fait un boom, et de l'autre côté, c'est ces espèces de packaging hybrides où il y a du carton, du papier et en même temps une enveloppe d'alu à l'intérieur pour des raisons X ou Y. Bah là, ils commencent à arriver à enlever cette pellicule, pour faire en sorte que les bouteilles papier révolutionnent le monde, d'ici peu, on espère. Mais donc voilà, donc c'est assez intéressant. Et alors après, il y a toujours pas mal de greenwashing. Toi, est-ce que tu penses que c'est une mauvaise foi des marques, ou est-ce que c'est juste un gap entre les promesses et la réalité en termes de recyclage, souvent quand on voit ce genre de trucs, est-ce que tu as eu des idées, ou des choses à apporter à ce sujet, ou est-ce que c'est trop éloigné de ton expertise? Non, après c'est bateau comme truc, mais le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas. Mais du coup, ça répond pas beaucoup à ce besoin de pouvoir, consommer, d'une façon, mobile. Mais du coup, on voit aussi toutes les alternatives, de comment on peut consommer différemment. Il y a de plus en plus de d'outils pour consommer son eau pétillante à la maison, de marques qui développent des fontaines à eau, en vrac. On a des marques qui aussi on commence à voir arriver des fontaines à soda comme on peut avoir dans un fast-food, mais en libre accès, dans des stations-service, dans des lieux publics. Et après, moi je trouve qu'on parle pas assez de la consigne, en fait. Aussi, comme tendance, packaging, qui tu le dis, c'est obligatoire à Singapour. Il y a, la loi, comment ça s'appelle? AGEC, c'est la loi AGEC, c'est ça, il me semble, qui demande que les opérateurs, donc les producteurs de boissons, aient un certain pourcentage, il me semble que c'est de 10 de leur contenant qui doivent être, consignés. Et ça, c'est une grosse transformation en France, aussi sur la boisson. Moi, j'aime beaucoup la canette parce que bon, il y a un taux de recyclabilité qui est important aussi, mais c'est aussi un super outil de communication, de marketing, de design. Vu que tu es aussi dans l'univers du craft, heu, qu'est-ce qu'on pense de la canette aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours sur le côté, bière geek, crafteux et cetera? Moi, je vois que ça se démocratise en grande distribution quand même beaucoup, notamment, tu vois, le rebranding de La Chouffe, qui est venu aussi en canette, 44, avec son branding assez iconique. Du pont, la saison du pont en Cannes, quoi. Ouais. Bah, ça, c'est hyper intéressant de voir ça. Ouais. Heu, heu, moi, je pense que la canne, c'est aussi, et surtout peut-être un outil marketing pour aller cibler, d'autres consommateurs. Je pense aussi que la canne, on a différents formats, hein, entre le 25, le 33, le 15 centilitres, le slim, le slick, le standard. Chaque boisson dans sa canne, dans son format va amener une image qui est différente et va répondre à un enjeu qui est différent. Donc ça, il y a quand même, dans la canette, heu, la diversité qu'on n'aura pas dans la consigne. On va plutôt essayer de standardiser, d'avoir qu'une seule bouteille qui soit pareille pour tout le monde, quasiment de la même couleur, pour que ça soit plus simple à nettoyer, plus simple à rationaliser, plus simple à récupérer. Et donc c'est 2 univers un peu qui s'opposent, et on a envie, moi personnellement ou même professionnellement, j'ai envie de partager un peu ces 2 univers, quoi. À la fois, quand je consomme, à la maison, localement, plutôt favoriser la consigne, où je pense aux consommateurs, et quand on consomme plutôt à l'extérieur et qu'on a envie d'avoir quelque chose qui est joyeux, c'est sympa d'avoir un beau packaging,
chose qui donne envie, quoi. Ah oui, bah, le packaging, ça. Faut le plaisir aussi de consommer. Bah ouais, le plaisir d'acheter et après le plaisir de boire quand la recette est bonne. En tendance numéro 10, j'avais les mocktails sophistiqués. Donc au final, les ready to drink, les RTD mocktails ne sont plus juste des jus déguisés. On avait Seedlip qui avait lancé un peu l'innovation du spiritueux sans alcool, hein. On les présente plus pour ceux qui sont dans la filière boisson ou spiritueux, ils connaissent certainement avec chacun a son préjugé sur la marque, mais bon. On a De Soi qui est la marque de Katy Perry, bon qui est quand même très réussi en branding et on peut voir qu'il y a des choses assez sympas là en termes de design, voilà, on va dire les couleurs sont assez audacieuses et pareil en termes de graphisme. Qu'est-ce qu'on avait? On a Liars aussi là qui bon, on vient de voir sur leur site web, c'est marqué Rosé has arrived donc a priori, ils font du rosé, sans alcool maintenant et encore une fois, il y a le côté, élégance, qui donne envie, hein, de consommer clairement. Donc en gros, toutes ces marques-là, elles se positionnent dans le sans alcool comme un choix lifestyle premium, d'où des bouteilles à 30-40 balles et cetera. On peut en revenir aussi sur le côté, OK, tu ouvres ta bouteille, si tu es tout seul à consommer et ben, tu as 4 semaines pour la finir sinon c'est voilà. Tandis qu'une autre bouteille de spiritueux, elle a pas de date de péremption donc là, il y a ce côté-là en termes d'achat, moi qui me freine beaucoup, mais après chacun son truc. Il y a 68 des acheteurs NOLO qui pratiquent la modération, mais pas l'abstinence. Donc ça aussi, c'est bien de le rappeler, le côté, zebra stripping et cetera. Boire pas d'alcool, reboire de l'alcool, dans la Gen Z, il y a 45 à 50 des plus, de 21 non, des plus de 21 ans, ouais, qui n'ont jamais bu, mais ça ça c'est chez les aux États-Unis, hein. Donc c'est fou de se dire que 50 de la Gen Z n'a jamais bu d'alcool aux États-Unis. C'est quand même un shift, qui est assez, particulier. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a à montrer d'autre en termes de boissons qui ressembleraient à du cocktail, du mocktail sophistiqué? On a Gia qui sont de plus en plus présents. Je crois qu'ils ont trouvé un distributeur en France. Je les ai croisés au Syrah et il me semble qu'ils étaient représentés par une maison française. Il me semble que c'est une fondatrice qui est française à la base, cette marque. Donc, en tout cas, elle a popé sur le Syrah de cette année. J'ai trouvé assez sympa. Pas forcément tous les goûts, mais bon. Tu sais, des fois, c'est bizarre, j'ai l'impression que ce genre de boisson, honnêtement, je me rappelle plus de la marque, mais il y avait une boisson sans alcool comme ça, j'ai goûté, on aurait juste dit du vieux coca, qui avait 2 semaines, tu vois? Du coca sans bulle, un peu tout pourri. Bon, cette marque-là, pour son produit apéritif, je le trouvais assez réussi, parce qu'il y avait un côté un petit peu amer, et cetera. Bon, encore une fois, on est dans des marques un peu, voilà, qui extrapole un petit peu tout ce business-là. Qu'est-ce qu'on a? Toi, tu m'avais dit Muri, tu m'avais parlé de Muri. Ouais, Muri, alors ça, Muri, moi j'en ai entendu parler, notamment par, la chef gastronomique Anne-Sophie Pic qui a fait une collab avec Muri et Muri, c'est aussi un peu alors je sais pas exactement comment ils se positionnent, par rapport à ça, mais c'est un peu relié au Noma. Donc Noma qui est un des restaurants gastronomiques, je crois le meilleur restaurant gastronomique. Voilà, c'est la version, je pense que tu l'as ici, c'est celle d'Anne-Sophie Pic. Ouais. Uzume, où on a, c'est des boissons, c'est un budget, hein, vous voyez, Enfin, c'est 90 €. 90 € les 3 bouteilles, le pack de 3, donc ça fait 30 € la bouteille. On est sur de la framboise fermentée, de l'eau de tomate, clarifiée, enfin glacée, de la vanille fumée et de l'ajout de whey, donc de protéines de lactosérum. Alors Ah oui. là, c'est pas pour le côté, enrichissement, en prot pour le CrossFit, mais mais plutôt pour, je pense l'équilibre et gustativement parlant, c'est hyper intéressant. Nous, OK. on a Tu en as pu, goûté? ouais, on fait pas mal de veille innovation, veille produit et là, en l'occurrence, j'ai acheté un pack de 6 qu'on a goûté avec l'équipe et ouais, franchement, il y a une vraie claque gustative. Malheureusement, le prix, est un peu prohibitif, quoi. Et là, on est du coup dans le sparkling rosé, donc on est dans la catégorie vin sans alcool dans l'idée? Ou Pour moi, non, parce que on
déjà le packaging, ça se ressemble plus à une bière qu'à un vin, je trouve. Ouais. On est vraiment sur une sorte de catégorie de boisson qui n'est nouvelle, quoi. C'est, de la boisson gastronomique. Je pense à, Comme pourrait l'être un kombucha, servi dans des verres de champagne, enfin, c'est on ça, est dans la exactement. De premiumisation, toute façon, une bouteille à 30 € de soda, tu l'ouvres pas, pour le donner à tes enfants. Enfin, je suis désolé, enfin, vous faites ce que vous voulez avec vos enfants, mais tu et là, pour le coup, tu as envie de cuisiner un bon plat et de réfléchir aussi: «Mais tiens, c'est quoi l'accord? Avec quoi je vais boire, ça?» Et tu commences aussi parce qu'en consommant moins d'alcool, on réfléchit aussi à comment on va, associer ça et c'est hyper intéressant. il peut y avoir la complexité d'une Grey Pale ou un peu cette idée derrière Ah oui, ça ou carrément. ouais, on est dans le Ouais, ouais, bien OK. sûr, ouais. Parce qu'on a, plusieurs fermentations. On a de la fermentation sans alcool. Vous voyez, là, on a des trucs avec du koji, il y a aussi tout certaines, bah, c'est intéressant d'ailleurs, regardez, si on regarde là-haut, c'est Visit Our Blendery. Blendery, c'est, blend, c'est l'assemblage. Donc c'est un assemblage de plusieurs produits. Alors, quand on regarde, j'allais dire, sur leur Insta, je crois qu'on voit quelques cuves. C'est des cuves toutes petites. C'est vraiment quelque chose, c'est hyper confidentiel, quoi. Mais c'est une vraie expérience, quoi. C'est une vraie OK. expérience bon, moi je personnellement, je suis assez touché, c'est au Danemark. Danemark, OK. Ouais. Danemark, ils sont bons, hein, niveau alcool, bière et cetera. Il y a un truc, hein, les Scandinaves, hein. Bravo. Après, il y avait qui? Il y avait Finot là qui a fait son entrée depuis peu aussi dans le monde de l'apéritif sans alcool, que j'avais accompagné également, Elodie Swanberg. Et ouais, c'est assez intéressant et là encore une fois, on voit le côté, premiumisation et sophistication, voilà d'un mocktail quoi, d'un apéritif qui est servi, voilà, dans des beaux verres, enfin, c'est une belle mise en scène, quoi et pour le coup, ça donne envie d'être bu, d'être testé, en tout cas. Donc voilà et dans ce côté aussi, on avait d'autres marques aussi, peut-être un petit peu françaises, mais je crois que Maison Routin avait sorti Reimagine. Ça aussi, je l'avais vu au Syrah au début de l'année. C'était des sirops, au final. La premiumisation des sirops, c'est quelque chose que j'ai vu et que je trouve assez intéressant. Là, on est vraiment dans des bouteilles, quasiment je sais pas, de bourbon ou de whisky. Enfin, il y a un côté très classieux pour des sirops et c'était une capsule qu'ils ont ouverte, une capsule un peu sensorielle où on venait, il y avait un peu cette expérience parfumerie Mmh. dans l'idée. Donc venir premiumiser des jus, versus, trouver une bouteille de sirop Tesser en grande distribution, on est vraiment dans deux schémas vraiment très différents. En tout cas, il y a quand même cette idée de sophistication et de premiumisation, mais des fois, hem, repenser au porte-monnaie. C'est pas toujours hyper cher. Il y a aussi ce côté, premiumisation, peu cher. Enfin, je sais pas si tu vois, ce côté. Il y a autant les marques très chères, très luxe qui restent dans leur positionnement, autant des nouvelles marques émergentes qui arrivent sur, du luxe accessible. Je sais pas comment dire, mais de la premiumisation accessible. Hem, bon, là, c'était pas l'exemple de Muri, Oui, mais, ouais, alors oui, c'est ça, c'est, le premium dans son marketing, mais le prix accessible, quoi. mmh, oui, c'est ça que je voulais dire. Mais bon, là, c'est pas les exemples qu'on monte, par contre. Le champomis, quoi. Le champomier, voilà. Là, on avait French Bloom aussi qui est, assez connu en sans alcool en France, assez premium aussi et honnêtement, c'était vraiment très bon. Après, bon, je crois que, voilà, la bouteille à 100 balles, bon, 100 balles, hein, mais par contre, bah, pareil, je l'ai dégusté et c'était vraiment très bon et Je pense aussi, j'avais vu ça chez Nature et Découverte, du thé pétillant, du thé, je sais pas si tu déjà vu ça, c'est des sortes d'infusions de thé, conditionnées comme ça en bouteille de champagne. C'est vendu, 14-15 € la bouteille. Donc OK. c'était très, très premium aussi, mais à 14 € ça reste un petit peu plus accessible, quoi. Oui. Donc tu ressors aussi, pour une belle occasion, un moment festif, avec ce travail sur les infusions, qui est très riche aussi aujourd'hui. Yes, alors voilà pour les 10 macro tendances, et au final, il y avait 4 autres, tendances ou peut-être 5 autres, on va voir, tendances émergentes, que j'ai appelées moi l'avènement des composés bioactifs, dans lesquels je mets, les boissons compatibles GLP-1, la créatine qui devient mainstream, la lactoferrine et la chlorophylle
Et on pourrait peut-être ajouter, parce qu'au final je ne l'ai pas mis, mais moi je l'ai constaté beaucoup dans la food, il y a ce côté protéines dont tu parlais et peut-être qu'on peut commencer par ça. Est-ce que tu as peut-être toi des choses à rajouter sur le côté, boisson protéinée? Qu'est-ce que ça apporte? Et est-ce que tu as des exemples, en tête, français ou autres? Alors, la boisson protéinée, elle est, complètement corrélée à, ce côté un peu mindset qu'on parlait tout à l'heure, de, je prends soin de moi et notamment, à cet univers, très sportif, du CrossFit. La protéine aujourd'hui, elle va, en fait, elle va cibler 2 univers fonctionnels. À la fois, la prise de masse et la récupération après l'effort et à la fois, le mental. C'est assez étonnant, enfin moi, je ne savais pas forcément, le mental et le côté plus, réflexion, amélioration de la réflexion, De la de concentration, la ouais. concentration. On parle de clear thinking, de réduire un peu ce brouillard mental qu'on subit finalement aujourd'hui dans cette vie ultra connectée. Donc ça, c'est pas les nootropiques, ça peut être Ça la peut être protéine? la protéine également, tout D'accord, à fait. OK, je savais pas. Et donc on a déjà ce besoin enfin, on peut répondre à ce besoin-là. On retrouve, dans l'univers de la protéine, différentes catégories. Vous avez, la protéine en tant que telle et puis vous avez, la brique en dessous qu'on appelle les acides aminés. Et là, vous avez un certain nombre d'acides aminés, qui en fonction de leur composition, il y a certains acides aminés qu'on va retrouver dans l'alimentation végétale, d'autres dans l'alimentation animale, d'autres qui sont, qu'on a besoin, pour se nourrir, d'autres qui vont se synthétiser dans notre corps et c'est, ce travail autour de ces assemblages d'acides aminés qui peuvent être aussi recherchés. Vous avez souvent déjà entendu parler peut-être des BCAA, des choses comme ça. C'est une autre, des sous-catégories de boissons enrichies en protéines. Alors il y a aussi le collagène, on en parle aussi un petit peu avec voilà, ces preuves scientifiques ou non prouvées scientifiquement ou non, ça c'est tout un autre débat. Les exemples de boissons aujourd'hui, heu, on a, je pense à, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de boissons, j'appelle boissons poudre, pour faire les shakers de prot, Mmh. par exemple. On va avoir aussi des solutions un petit peu, RTD, qu'on peut prendre, qui ressemblent plus à des produits laitiers, donc c'est moins mon univers. Mais dans le domaine de la boisson enrichie en protéines, vraiment plutôt un peu, on parle de clear whey. Alors c'est tout un univers, on peut en parler pendant des heures, mais vous avez différentes façons. Donc la whey, c'est la protéine de lactosérum. Vous pouvez avoir de l'hydrolysa de protéines de lactosérum, de l'isolat hydrolysé de protéines, vous avez plein de choses. Mais en gros, il y a ce qu'on appelle la clear whey et la clear whey, ça permet de la diluer plus facilement sans apporter trop de troubles à une boisson. Je pense à là, aujourd'hui, quand j'y pense comme ça, je pense à Thibaut InShape qui a sorti sa marque de nutrition et qui vend du coup, une canne où on a 20 grammes de protéines, dans sa canne et c'est un peu le goût de pêche quoi, une sorte de OK, tasty pêche enrichi en protéines. Ça répond à un besoin de celui qui veut prendre sa dose de protéines dans la journée, quoi. Et d'accord. ça, c'est un marché qui est énorme. Donc ça remplace la poudre que tu te mettrais dans une salade pour avoir de la whey, Ouais, où tu peux pas prendre ton shaker parce que, tu es en déplacement, machin et cetera et tu prends ta canne, c'est prêt immédiatement et voilà, quoi. OK. On a, bah, typiquement, vous avez, en bière sans alcool, il y a Thrive, qui fait ça, qui fait une bière enrichie en protéines. Je sais qu'il y a une bière enrichie en protéines qui existe aussi sur le marché, mais avec alcool, tr avec un V. Thrive. OK. Hem Et donc ça, c'est assez challengeant, hein, techniquement. Vous avez, aussi tout un sujet, sur le type de protéine. Est-ce que c'est de la protéine végétale? Est-ce que c'est de la protéine animale? Donc voilà, ça implique aussi le fait de travailler avec des produits, si c'est animal, qui viennent de l'univers, laitier. Et donc aussi d'autres enjeux allez, dans l'étiquetage et dans les contraintes qu'on peut avoir, quoi. OK. Hem Bah, du coup, ouais, donc il y a pas mal de choses. Après, je suppose que ça va que continuer de se développer, dans ce côté culte du corps. On va en avoir toujours parce Ouais. que moi, je sais qu'en tout cas, les barres céréales et les barres protéinées, voilà, il y a un gros développement. Pareil, quand on va en grande surface, maintenant, il y a un enfin,
il y a la cave à bière qui commençait à prendre un peu d'ampleur. La cave à boissons énergisantes, c'est pareil. C'est exactement la même dimension. La barre des protéines, Il y a même des sections protéines dans chaque rayon maintenant au supermarché, c'est un truc de fou, quoi. ouais. Et d'ailleurs, ça pose un problème parce qu'il y a tellement aujourd'hui, pour faire de la protéine, il faut du lait et le prix du beurre augmente parce qu'on préfère, utiliser, les ingrédients issus du lait pour faire de la protéine de lait plutôt que pour aller faire du beurre. Donc ça va avoir un impact sur le coût du beurre. On avait aussi les boissons compatibles GLP-1. Alors, les médicaments GLP-1, Ozempic, Wegovy, transforment les habitudes de millions d'utilisateurs qui ont des besoins spécifiques en protéines, en hydratation optimale, en portions réduites, et cetera. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est encore ce terme GLP-1? Si j'ai bien compris, c'est une hormone qui permet d'amener de la satiété. Donc en fait, juste en prenant cette hormone-là, on a le sentiment on n'a plus faim, en fait. Et comme on n'a plus faim, on mange plus. D'accord. Et donc on va avoir soit des ingrédients qui vont, mais qui sont en fait plutôt destinés à l'univers vraiment pharmacie, médecine, médicaments, compléments alimentaires, qui vont vraiment, amener cette molécule pour couper la satiété, soit, des ingrédients qui vont «booster» entre guillemets, la production de cette hormone. Donc aujourd'hui, je 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 pense qu'en Europe, au vu du type de produit, c'est typiquement ce genre d'ingrédient qui ne sera pas autorisé dans une boisson type, boisson rafraîchissante sans alcool, comme on en parle aujourd'hui dans le podcast. OK. Toi, tu me disais que tu en avais trouvé une référence. Oui, ouais, que je peux montrer, bah, c'est Danone qui lance ça, qui lance, Wakos Fusion. Bon voilà, il est marqué muscle en gros, digestive plus, health support donc lean, strong, unstoppable, voilà. J'en sais pas vraiment plus, mais bon voilà, il parle de maintien de la masse musculaire. Oikos Fusion est conçu pour favoriser le maintien de la masse musculaire et la digestion pendant la perte de poids avec des médicaments GLP-1. Donc du coup, je sais pas si c'est une boisson soutien. J'ai pas l'impression que c'est une boisson qui contient du GLP-1 d'après ce que je lis. Mmh. C'est peut-être une boisson qui va de pair avec C'est quelque chose et qui se met en un combo, quoi, voilà, ouais. Un combo, là, on voit, alors qu'est-ce qu'on a? On a 23 grammes de protéines, donc ça, c'est ce côté, renforcement musculaire. 5 grammes de fibres. Alors les fibres, justement, ce sont des prébiotiques. Donc, c'est quoi un fibre? C'est un sucre long, très complexe qui va être, plus difficile à digérer. En fait, ça va demander, même parfois, plus d'énergie de digérer cette fibre que l'énergie qu'elle va apporter. C'est pour ça que c'est hyper intéressant en nutrition et que en fait, on nous demande de faire attention à ce qu'on mange. On mange beaucoup de légumes et on essaie d'avoir une alimentation qui est riche en fibres. Et puis après les vitamines, D, B3 et B12, pour, l'équilibre, enfin voilà, pour ouais, le côté fonctionnel, vitaminé, des carences qu'on pourrait avoir dans notre alimentation. du coup, en autre tendance émergente, j'avais, la créatine qui devient mainstream, qui était longtemps cantonnée aux salles de sport, mais qui gagne en légitimité pour ses bénéfices cognitifs et anti-âge. On dit que le marché de la créatine, va être supérieur à 1 milliard de dollars, heu, voilà et que son image «muscu» entre guillemets, s'efface petit à petit. J'ai pas trouvé de produit, boisson à base de créatine et c'est pas le genre de produit que je conseillerais non plus dans Super Promotion parce que pour moi, il y a encore cette image bah, voilà, de plus se bousiller de la santé pour faire des pecs, plutôt qu'autre chose. Mais peut-être que je me trompe. Si jamais vous êtes dans ce milieu, faites-moi un petit commentaire et dites-moi que j'ai tort, s'il vous plaît. Sinon, il y avait le côté lactoferrine, qui est la protéine présente dans le lait maternel aux propriétés immunitaires, et digestives, documentées, qui est encore en stade de R&D, early adoption et tout, mais qui pourrait devenir un équivalent du collagène pour l'immunité d'ici 2027-2028. Alors, j'ose espérer qu'on va pas boire du lait maternel, distribué dans les grandes surfaces. Enfin bon, il me semble que j'ai vu ça en pub. Je sais pas si c'était du fake ou pas. C'est pas dans un épisode de Black Mirror ou un truc comme ça, quoi. Non, ou peut-être c'était pendant un poisson d'avril ou je sais pas. Il y avait un truc. En tout cas, si vous tapez lactoferrine ou boisson à base de lait maternel sur Google, il y a moyen que vous trouviez quelque chose, mais je saurais pas dire si c'est du fake ou pas.
Bon, en tout cas, voilà, je sais pas si tu as quelque chose à dire sur la créatine et la lactoferrine? Bah, déjà, je suis pas un expert en pectoraux, ça c'est important de le savoir. Mais non, mais ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'était que moi j'ai le sentiment de voir finalement un univers de la boisson qui tend vers un univers du médicament. J'ai l'impression de voir la dernière crème Q10 de L'Oréal, euh, mais version Uno Quantique ou un peu bullshit à mon sens. Et est-ce que c'est pas too much, quoi? Est-ce qu'on n'arriverait pas à un moment dans un top-up de l'innovation et de l'extrême finalement? On cherche à. On sort quand même, enfin, on est quand même dans un mouvement craft où on veut revenir à quelque chose d'essentiel, un peu d'authentique, de naturel. Mais là, tout ce qu'on se dit, c'est quand même rajouter des trucs un peu merdiques, quoi. C'est super questionnant. Enfin, qui paraissent merdiques, mais qui a priori sont Ouais. bons pour le corps. Donc ouais, moi j'ai envie de rappeler à nos auditeurs et nos auditrices, buvez de l'eau, c'est très bien. Faites du sport, voilà, et faites du sport, ouais. Et 5 fruits et légumes par jour, quoi. Et buvez de l'alcool avec modération, mais enfin, faites-vous plaisir aussi, quoi. Ouais. En tout cas, voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? J'avais la chlorophylle et les super green liquides. On va dire plus 114 de vues TikTok pour la chlorophylle. Encore une fois, bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que on parle de bullshit, on parle de claims adaptogènes, et cetera, collagène. En fait, il y a énormément de tendances qui viennent des réseaux sociaux et en l'occurrence d'Insta, mais surtout de TikTok avec des challenges tous, plus débiles les uns que les autres, mais certains qui sont bien aussi, qui font émerger des tendances sympas. Mais là, voilà, on voit que pour la chlorophylle, bah, c'est peut-être une trend TikTok qui remet la chlorophylle en mode hype et sur le devant de la scène. Voilà, un petit exemple de boisson à la chlorophylle qu'on peut voir, qui s'appelle, je crois, voilà, chlorophyll water. Comme son nom l'indique, qui est ni plus ni moins que, je sais pas, quand j'étais petit, je mettais un petit peu de sirop de menthe dans de l'eau et puis voilà, je l'avais ma chlorophyll water et là, ça coûte très cher. Bon, Ouais. après, voilà, c'est de l'eau ultra purifiée. Mais quand même conditionné dans une bouteille en plastique. C'est beau. C'est beau. Heu, en tout cas, marketingment parlant, c'est plutôt cool. Après, bah, voilà, on est dans les enfin, on voit typiquement, bah, la cible, hein, sur ce genre de boisson, qui peut être une cible anglo-saxonne, un peu plutôt, healthy, on fait attention à son corps et cetera. Bon, est-ce que c'est des personnes à qui on a proposé la bouteille en échange de d'un claim? C'est toujours pareil. Après, ça se trouve, cette bouteille est super bien et tu vois, il y a de la vitamine D, de la vitamine C, B12, A, de l'eau purifiée et de la chlorophylle. En tout cas, je pense que mine de rien, c'est tout simple, mais ça doit être bien meilleur que 90 des eaux fonctionnelles qu'on voit en ce moment. En tout cas, voilà. Il reste encore des risques sur les régulations de claims, qui sont pas forcément, réels ou quoi. En tout cas, c'est très instagrammable et voilà, et la chlorophylle, bah, c'est quand même bon pour la santé. Mais bon, voilà, quid de faire sa propre boisson, avec, des plantes qu'on aurait achetées, chez son herboriste et qu'on fait infuser pour se faire un thé. Je suis d'accord avec toi sur le côté, on arrive sur le too much en 2026. Est-ce qu'en 2027, on arrêtera de faire les tendances les tendances boissons ou est-ce qu'elles reviendront aux tendances de base et aux supermarchés des années 80? Je ne pense pas, mais en tout cas, ça fait un bon tour d'horizon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le côté super green et chlorophylle? Non, pas mais quand tu parlais le côté retour des supermarchés des années 80, là, il y a la dernière saison de Stranger Things qui est sortie et sur Netflix, c'est quand même assez fort pour faire du placement de produits. Je sais pas si alors, du coup, moi, j'ai forcément l'œil, mais il y avait le Coca d'un côté qui a été mis en avant, le Pepsi, le Gatorade. C'est assez fou. Ah, il y avait le Gatorade aussi. Ouais, assez fou de voir aussi, et du coup, avec le branding de l'époque, c'était assez sympa. Enfin, OK. c'est marrant de remarquer. Et voilà, bon, c'était un bon tour d'horizon sur les tendances, les macro-tendances, les tendances émergentes. On a parlé de beaucoup de choses.
Au final, au fur et à mesure, je l'avais évoqué en début de podcast, je voulais partir sur les tendances packaging. Ça va faire l'objet vraiment d'une autre vidéo, scindée, complètement différente, où là, je prendrai bien le temps, de parler de chaque tendance, packaging design, dans le monde de la boisson. Mais j'aurais aimé finaliser, cet épisode, plus sur un questionnement au final, où on va avec toutes ces tendances et vraiment vous donner, notre point de vue à tous les 2, de ce qu'on pense de tout ce qui se trame aujourd'hui dans le monde de la boisson. Pour récap, il y avait, 3 insights clés aujourd'hui. Le gut health qui est devenu mainstream, les géants qui valident aussi cette catégorie du bien-être, digestif et du bien-être en général. Le NOLO qui n'est plus en compromis, mais qui devient vraiment un choix générationnel et maintenant, voilà, on l'affirme et on l'assume clair et fort. Je ne boirai pas d'alcool ce soir, c'est comme ça. Enfin, et on commence à voir vraiment un shift qui se fait à ce niveau-là, où on n'a plus à s'excuser de plus boire. Ensuite, 3e, takeaway, ce serait le packaging qui devient, expérience, art, mode, et pas juste en contenant. Voilà, encore une fois, c'est du marketing, du branding. Il faut raconter une histoire. Quand on est au supermarché, quand on est chez le caviste, quand on est en CHR, on a très peu de temps, d'attention. Le focus baisse avec notre vie, avec les réseaux sociaux, avec le Netflix à gogo, enfin, l'attention baisse. Du coup, encore une fois, il faut être très porté sur le storytelling en 2 secondes comme ça, pour être disruptif et casser les codes et ou arrêter ce feed, arrêter ce scroll interminable sur les réseaux et cetera. Donc voilà, tout ça mis à part, j'avais 2 petites questions pour toi et ensuite on peut partir sur nos avis perso. 1re question, si tu devais lancer une marque de boisson demain avec, 500 K, allez dis voilà, tu irais sur quel segment? Ça me trotte dans la tête depuis un moment. Vous l'avez vu, là, j'ai bu plusieurs fois pendant le call. Pendant le call, pendant la pardon, On est pendant le ouais, vivons les vacances. Pendant le podcast, quand on anime des formations, quand on parle longtemps, qu'on parle beaucoup, on a vite la gorge sèche, on a vu la voix cassée et moi, j'aimerais bien créer une sorte de boisson qui nous permettrait de mieux récupérer, de pouvoir, en fait, enchaîner les journées. Un mix peut-être entre, quelque chose d'énergisant et à la fois, réconfortant et qui soigne, qui soigne la voix? soigne la voix exactement. Donc il y a un marché énorme. On pourrait avoir tous les speakers, Ah les ouais, chanteurs, les opéras, les conférenciers, voilà, trouver le bon format, voilà. C'est OK. quelque chose qui me trotte dans la tête en me disant: «Est-ce que si» nous, on n'a pas vocation de créer des boissons parce que je pense qu'on entrerait en concurrence, avec nos clients et c'est pas du tout l'objectif. Mais là, je verrais plutôt ce projet comme ça. Ouais, c'est intéressant et du coup, on serait plus dans l'eau? On serait plus dans quelle catégorie de On boissons? serait sur, plutôt plutôt quand même un côté avec une notion un peu plus de plaisir que de l'eau quand même. Quand même remettre un petit peu de plaisir dans la boisson. Je pense que OK. c'est peut-être, on a peut-être un petit peu oublié de parler de ça, enfin, c'est pas qu'on a oublié, mais c'est la tendance qui s'affiche comme ça. Remettre un petit peu de plaisir et donc plutôt ouais, ce qu'on appelle une boisson rafraîchissante sans alcool, avec ce côté, Mais ce côté bénéfice, donc des bénéfices, donc on reste un peu dans le fonctionnel. on est dans le fonctionnel, donc dans la micro-niche du quasi j'ai mal à la gorge parce que j'ai trop parlé ou parce que mais c'est intéressant ça. Et du coup, tu es encore aussi entre l'achat, confidentiel ou la pharmacie, enfin, Et alors, 500 000 €, c'est un beau budget. Il me resterait du budget pour faire autre chose. Et ouais. là, je reviendrai sur quelque chose qui est un peu un rêve depuis des années. Je ne sais pas si un jour je le ferai, mais ce serait d'ouvrir une brasserie, où en fait on irait, reproduire, une méthode de brassage, ancestrale, où on viendrait refaire des bières en se basant uniquement sur les ingrédients vraiment locaux, rustiques, mais aussi avec la tradition et les machines et les savoir-faire d'une époque. Je pense, 1er article dans le particulièrement, ouais, pardon, particulièrement, peut-être, au Moyen Âge, par exemple, ou la période un petit peu après, pré-industrielle, plus comme à la fois une expérience, un peu archéologique de la bière, mais aussi
d'en faire un lieu qui serait un lieu de tourisme, d'activité, d'éducation, de pédagogie, quelques idées pour la retraite, quoi. Très bien. Et toi? Non, mais ouais, puis ça donne envie. Enfin, tu me parlais de ça, j'avais l'impression d'être devant une série stylée, un peu steampunk, et cetera, qui remet au goût du jour des faits dans Une vraie série Guinness où tu parles vraiment de bière, quoi. voilà, exactement. J'avais exactement ça en Je me tête. suis arrêté aux 10 premières minutes, je crois, mais j'ai pas regardé la suite. Non, c'est assez cool, Et toi, tu as heu une idée de boisson que tu ferais? Moi, ils l'ont déjà fait, ça aurait été Liquid Death. J'étais pile dans ce truc-là. Fan de métal, qui lance, une marque, axée sur le branding, puis qui, va parler à une niche qui n'est pas une micro-niche, mais qui est quand même une niche et au final qui vient, tout balayer sur son passage et qui a des valorisations, pulvérisantes et non, franchement, ils font des kiffs, ils font des featuring ou avec plein de guests, qui ont fait mon enfance entre Steve-O de Jackass ou Tony Hawk, et cetera. Enfin, ils se font plaisir, quoi et ils font des musiques, sur Spotify avec, les commentaires de leurs détracteurs. Enfin, je trouve ça juste génial en termes de marketing pour se faire plaisir. Le truc un peu moins cool au début, c'était que je crois qu'ils sourçaient de l'eau qui venait d'Europe, Dalle. des Alpes, aux États-Unis, ça je trouve ça immonde. Et je crois qu'ils ont changé, Mmh. parce que ça aurait pas été viable dans tous les cas. Mais du coup, voilà, ça a potentiellement été recréé en France ou je sais pas si c'est en France qu'on a montré Devil's Advocate, mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui sont partis sur cette trend. Moi, clairement, ça aurait été ça et aussi, notamment parce que, moi, mon but, c'est aussi d'arrêter de se faire chier dans une catégorie un peu ennuyeuse. Aller booster un peu des catégories ennuyeuses et les remettre au goût du jour, grâce au branding, grâce à la stratégie, grâce, à la communication rédactionnelle, aux messages fondamentaux derrière. Le vin de noix. Je trouve ça fascinant, le vin de noix. Ou même le vinaigre, tu vois? Des Ou trucs même comme le ça. vinaigre, ouais. Et les Tu une boîte là qui a sorti, ça s'appelle, Combi ou Cubi, un truc comme ça, c'est des vinaigriers design à faire pour faire ton vinaigre chez toi. C'est magnifique. Je trouve ça génial, quoi. Ouais, bah, tu vois, il y aurait beaucoup de choses comme ça. En tout cas, partir sur quelque chose où tu as pas la loi Eva et tu peux te faire plaisir sur qu'est-ce que tu montres et les émotions surtout que tu veux faire ressurgir. Ça pourrait être aussi de l'huile d'olive, ça peut être d'autres choses, ou du chocolat ou de la sauce piquante, des choses qui gravitent avec les codes du packaging, des spiritueux, du vin et cetera, mais qui sont peut-être plus pour tout public ou encore mieux ou pire, des boissons pour les plus petits et des boissons pour les seniors qu'on oublie tout le temps. Parce qu'on parle tout le temps de la Gen Z, on parle tout le temps des millennials, on parle très, très peu des seniors. Il peut y avoir des boissons, géniales pour les seniors. Il peut y avoir des boissons, pour enfants qui seraient magnifiques avec tout le côté branding, le côté LOL, le côté, moi une boisson type Gulli et tout, ça me ferait trop planer donc peut-être ce marché, boisson pour enfants qui pourrait me plaire. À l'époque, je voulais faire une hop water, je me suis vite rendu compte que c'était too much et que j'étais bien dans mon aspect, conseil, design, stratégie et que ça m'allait très bien de pas créer de marque. Mais bon, voilà, C'est vrai que c'est 2 métiers différents. Il y a faire du B2B et faire du B2C. ouais, Chacun son métier aussi. c'est clair. Et du coup, j'avais une autre question pour toi. Parmi tout ce qu'on a vu, c'est quoi la tendance qui serait morte, dans 3 ans? Si on pouvait kill, une des tendances qu'on a vues, aujourd'hui, c'est laquelle qui sera morte ou au pire qui prendra pas en France? Si je peux récap les tendances qu'on avait, heu, on avait quoi aujourd'hui? On avait le gut health, donc pour l'intestin, les performances cognitives, les nootropiques, qui remplacent la caféine, l'hydratation augmentée qui devient fonctionnelle, les bières sans alcool premium, la premiumisation des mixeurs, les RTD café, la réduction du sucre, la fermentation au-delà du kombucha, le packaging à l'huile, l'économie circulaire et les mocktails sophistiqués. Heu, Ah, je dirais que là, en fait, c'est vrai que je vais pas vraiment répondre à la question, mais un truc qu'on n'a pas du tout parlé, enfin très, très peu parce qu'on a abordé un peu le sujet de la consigne. On n'a absolument pas parlé de RSE mmh, et c'est ça qui m'attriste un petit peu, sans faire du greenwashing pour dire que ça m'attriste qu'on n'en parle pas. Mais finalement, dans un enjeu qui est notre propre lieu de vie, finalement, on l'a dans ce phénomène de tendance qu'on voit aujourd'hui, il est
est complètement, le le on voit que les tendances qu'on observe là dans la boisson, c'est finalement quelque chose qui est extrêmement égocentré sur, ma santé, comment je vais bien moi et cetera, mon équilibre nutritionnel, mon sport, mon machin, mon petit, mode de vie. Mais, mais plus du tout le côté, impact, en fait, Non, il qu'on y a pouvait peu avoir. d'impact, ouais. Il y a le côté self-care, il y a le côté partage parce qu'on reste dans un moment de partage aussi. Mais j'avoue qu'on en parlait beaucoup dans les tendances 2023, Bio, on n'a mais pas parlé de bio, c'était ouais, même pas un sujet. pas parler de bio, pas parler de RSE et parce que ça fait pas partie des tendances, mais du coup, on pourrait aussi, Donc c'est une tendance. Est-ce que c'est une tendance qui est morte? Est-ce que ça devrait être une tendance alors que ça devrait être un sujet? mmh, Heu, Ça, c'est plutôt ça qui m'inquiète plus, en fait. Ça m'inquiète plus, de dire: «Est-ce qu'il y aura une tendance qui sera morte?» Moi, je pense qu'une tendance qui serait morte, c'est justement, bah, en opposition à ce à diminuer l'impact, c'est ces produits qui auraient trop d'impact. Trop d'impact, finalement, il y a un moment quand tu dois répondre à trop de besoins, enfin, tu vois, c'est des niches de niche, quoi, sans alcool, riche en électrolytes, riche en collagène, riche en qui améliore le sommeil, qui renforce, la concentration, qui fait pousser les poils, qui ramollit les fesses. Enfin, il y a un moment, ça fait trop de trucs, quoi. Ça fait on est trop dans de l'ère de trucs. la micro-niche et c'est vrai que dans une ère où l'IA arrive, à disrupter nos vies, en fait, pareil, l'IA, c'est on va arriver à répondre à des besoins très spécifiques. Donc qui dit besoin très spécifique dit, micro-niche et du coup, les produits vont aller cibler des micro-niches et ces micro-niches, c'est tout ce que tu viens de dire juste avant. Donc c'est pour ma petite personne, mes petits besoins, quels sont et du coup, on est envahi de SaaS, donc de logiciels pour des micro-besoins, de boissons pour des micro-besoins, d'entertainment pour, mes micro-kiffs. Ouais, c'est un peu, très compartimenté. Ça me fait penser à 2 choses. Ça me fait penser une stat qui est importante qu'il faut rappeler, c'est que en moyenne 50 des innovations sont des échecs commerciaux. Ça, en fait, c'est un chiffre qui est dur à savoir, mais ça veut dire que, parfois, il y a des produits qu'on a développés qui sont jamais sortis sur le marché. Pas parce qu'ils étaient mauvais, parce que finalement, ça s'est pas fait, parce que la tendance est passée, parce que voilà. C'est aussi on voit aussi beaucoup de choses qui sortent, je sais pas le Oikos ou le Oikos de c'était Nestlé, c'est ça? De Danone? Je sais plus. Danone. De Danone, heu, bah, on oui, alors c'est une énorme multinationale qui peut se permettre de prendre un risque. Au final, s'ils sortent pas le produit et que c'est un échec commercial, c'est pas grave. Moi, en gros, ce que je voulais vraiment aussi savoir, c'est ton ressenti global de toutes ces tendances, parce que ça fait maintenant pas mal d'années, qu'on fait ces épisodes récurrents, et c'est des épisodes qui sont très écoutés et très appréciés. Sauf qu'en fait, on prend des tendances, des États-Unis, enfin voilà, de partout, et le marché français soit est un peu à la traîne, soit ne voit jamais, ce genre de tendance et au final, aujourd'hui, on a vraiment vu que c'était un axe orienté très bien-être, très santé et que clairement, on avait quand même le ressenti avant de travailler, sur cet épisode, qu'à part la santé, il y avait pas d'autres tendances. Que dans la bière, on était toujours dans les IPA, les NEIPA et puis, peut-être un peu la lager et puis voilà, peut-être le Fonio en nouvel ingrédient, mais c'est pas non plus Ouais, alors voilà et ce qui globalement me rassure, c'est ce qu'on avait dit qu'il y a quelques années, que les lagers reviendraient à la mode et c'est vrai, elles reviennent à la mode, donc ça, c'est pas mal, on s'est pas trop planté là-dessus. Le Fonio, pour moi, c'est un peu l'initiative de Gareth Oliver, qui fait un peu une campagne pour mettre en avant l'ingrédient et donc du coup, on entend parler, ça fait des articles de journaux, il y a des brasseries qui vont brasser des bières et donc du coup, ça le ressort en tendance. Mais est-ce que c'est un épiphénomène ou réellement une tendance qui va grandir? Alors, moi, je pense qu'il y a peut-être un sujet autour de, alors je réponds pas généralement à ta question, mais il y a un sujet autour de l'Afrique. Pour moi, les 10 prochaines années, ça va être une décennie, de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y mmh, a énorme il y a une culture géniale, il y a une culture food, il y a une culture, drink, à aller explorer. Il y a un potentiel énorme, et on le voit aujourd'hui dans l'alimentation et dans la boisson et typiquement le Fonio, c'est une solution à faire des bières en Afrique aussi, quoi. et c'est marrant parce que c'est des
ingrédients qui viennent de là-bas, ou même on parle aussi des ingrédients qui viennent du Mexique, tout ça. Mais on parle rarement de ces marchés-là. On parle rarement, bah là, on est centré aussi sur la France et sur l'Europe, mais on parle rarement du marché africain, du marché asiate, du marché Amérique latine et tout. Et oui, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le On côté Afrique. on le ressent dans les demandes qu'on a, ne serait-ce que d'ingrédients, sur lesquels on a pu travailler cette année, travailler sur de la poudre de baobab, sur de la pulpe de cacao, l'hibiscus, c'est un ingrédient qu'on utilise quasiment tous les jours, dans les recettes qu'on développe parce que c'est extrêmement tendance. Il y a on n'a pas eu trop le temps d'en parler parce qu'on a parlé beaucoup, fonctionnalité, mais il y avait aussi un sujet qui ressortait un petit peu sur le côté, heu, indulgent, dans le sens, le côté, on veut consommer des boissons, comme les comfort food, mais les comfort bed, on a les boissons qui sont rassurantes, qui sont agréables, avec des notes, de chocolat, des notes de gourmandise, en fait. Ouais, du coup, moi, mon ressenti, il est aussi que, on est là aussi pour, répondre à une tendance et à un marché parce que c'est la demande, qui vient et qu'on fait aussi tourner nos boîtes avec ça et voilà et c'est pas du tout un problème et c'est un plaisir d'innover et d'apprendre et de découvrir et cetera. Mais il y a aussi, je trouve, moi, depuis, quelques années, un peu un manque d'authenticité, de tradition, de, mmh, de choses un peu basiques et ça me manque un peu. Un peu le côté école de commerce, start-up école de commerce pour faire du business qui surfe sur des choses que les gens rechercheraient potentiellement, enfin, et que tout serait basé sur du fake. Moi, j'ai un peu ce truc où Ah, il y a un côté opportuniste où ouais, tiens, il voilà. y a cette tendance, où j'ai vu cette marque, je vais refaire pareil en France, puis ça va peut-être marcher, type Artezor par exemple, et puis ça va pas marcher. Mais j'ai aussi et heureusement, j'ai des clients qui viennent avec des projets parce qu'ils ont la recette de leur maman qu'ils font depuis qu'ils sont tout petits et quand ils parlent de ça, on sent il y a de l'émotion, enfin et on a trop envie de les accompagner et d'essayer de reproduire et d'industrialiser cette recette et ça, c'est génial. Heu et et on a aussi, des clients qui ont des supers idées, des trucs qui n'existent pas, des ingrédients à tester, à explorer. C'est canon parfois, on s'arrache les cheveux, le côté réglementaire, il est hyper contraignant et il nous bloque énormément dans notre capacité à innover, à développer. On pourrait faire des trucs, fabuleux, mais on peut pas les faire parce qu'il y a le côté réglementaire. Donc ça, c'est aussi une part de challenge et à la fois, c'est aussi notre boulot d'être challengé et moi, je trouve ça aussi sympa. Heu et on a aussi, bah, oui, forcément, des profils qui veulent surfer sur une vague, qui vont lancer un produit et puis, ça va cartonner ou pas et c'est d'autres choses. Après, il faut un peu de tout aussi, faut un peu de tout, pour faire un monde, quoi. Un peu de tout Ouais, pour c'est faire un sûr. monde, ouais. Alors moi, je dirais, pour résumer, vous fiez pas aux tendances. Alors c'est peut-être, contre-intuitif avec l'épisode d'aujourd'hui. Ça vous donne peut-être des directions, mais parlez avec votre cœur, avec authenticité. Travaillez sur votre raison d'être avant de vous lancer dans un produit en pensant que ça va révolutionner le marché. La raison d'être, effectivement, les recettes d'antan des grands-parents, les choses comme ça qui vous font vibrer où il y a vraiment un storytelling et quand je dis storytelling, je parle en anglais, mais et quelque chose de réellement, sincère et pas opportuniste parce que ça se sentira, parce que, les entrepreneurs, c'est eux qui vivent leur passion pour leur entreprise et il faut que ça vienne de quelque part, quoi. Il faut que ça vienne du gut, pour le coup. Il faut que ça vienne de l'intestin, quoi et Ouais et puis quand vous allez, vendre votre projet, votre produit, enfin, quand vous allez vendre votre produit, il faut qu'il y ait de l'authenticité et de la même façon que vous allez le vendre à un investisseur pour financer votre projet, il faut que ça vienne du cœur, quoi. donc ouais, les tendances, 2026, voilà, ça se résume très, très globalement à la santé et au self-care. Du coup, j'avoue que c'est un peu décevant, pour ma part parce que, autant j'ai l'impression qu'en 2022-2023, il y avait ces sujets RSE, il y avait des choses qui popaient, aussi dans la bière. Là, on va pas faire d'épisode spécial, tendance bière 2026 parce qu'en fait, effectivement, on se rend compte que bah, qu'il y a pas grand-chose moi, quand je regarde mes clients de 2025, concrètement, on est sur développer sa gamme, rester,
relativement traditionnel et surtout essayer de pas mourir, quoi, hein. C'est essayer de pas mettre la clé sous la porte et c'est ça la grosse tendance on a rigolé en off en disant: «Bah, ouais, la grosse tendance, c'est comment on fait pour rester vivant quand on a une brasserie, une distillerie ou un acteur de la boisson?» C'est peut-être ça la plus grosse des tendances, sous-jacentes de tout ce qu'on dit aujourd'hui mais voilà, pour être très franc, moi, ça reste, très tradi. Il y a beaucoup de prospects, qui parlent de boissons fonctionnelles et de collagène et cetera et la vérité, c'est qu'un soda craft sympa, fun, ça me ferait plaisir mais ouais, tout ce côté, un poil bullshit pour moi, alors peut-être parce qu'on reste encore français, mais je sais même pas si ça me ferait plaisir d'avoir ce genre de client, sauf s'il y a vraiment, vraiment une excellente raison de faire ce produit. Donc j'avoue que voilà. Et nous, sur le côté bière, je vais rebondir, mais on va parler de bière sans alcool. Là, c'est clairement vraiment la grosse tendance, qui ressort. Et une tendance aussi, dans le travail qu'on a à faire, qu'on fait, c'est d'optimisation des process. Comment optimiser, l'extraction, du houblon, par exemple, comment aller, chercher des nouveaux composés aromatiques. Alors c'est assez technique, c'est hyper intéressant. Comment aller, amener, travailler sur tout ce qui est, enzymes et auxiliaires technologiques, donc qui est plutôt la partie vraiment process, sur lequel on travaille et nous, c'est une tendance de fond parce qu'on a aussi le labo d'analyse, c'est qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui qualité de produit, qualité du process, un peu standardisation, mais sans que ça soit un gros mot. Et ça, c'est ce qui permet aussi finalement, de quand je maîtrise mon process et que je maîtrise ma qualité, bah, si j'évite de perdre 3 cuves, de 4000, enfin de 4000 litres dans l'année, bah, c'est tout ça de chiffre d'affaires qui est pas perdu et c'est ça qui participe finalement à la rentabilité de l'entreprise. Et finalement, quand on a des périodes, j'aime pas être négatif, mais des périodes qu'on peut avoir qui sont un peu compliquées comme ça et qu'on doit faire le dos rond, finalement, le principal objectif, c'est de traverser en faisant un petit peu voilà, en se sécurisant, quoi. C'est le côté, sécurisation et c'est vrai que, peut-être pour ça qu'on observe peu d'innovation dans le secteur brassicole parce qu'on n'a peut-être pas forcément envie de prendre trop de risques, quoi. Mmh. Lancer un produit, c'est pas juste créer une recette, c'est travailler son marketing, sa communication, son lancement de produit, les références dans les magasins, la logistique, et c'est beaucoup de travail, quoi. Enfin, vous le savez mieux que moi. Carrément. Bon, est-ce qu'on clôture l'épisode, là-dessus? Ouais, carrément, Allez. là-dessus. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Il y avait quand même énormément de choses comme d'hab, c'était assez dense, un épisode de moins de 2 heures, mais quand même pas loin. Voilà et n'hésitez pas à contacter Théodore et Brewing Theory, allez checker sur internet, rajoutez-le sur LinkedIn. Si vous avez, besoin d'innovation, boisson, ou non, de recettes ancestrales ou autres. En tout cas, dans labo de recherche là-dessus, c'est, the guy et pour moi, pour ma part, si vous avez besoin de branding, de packaging, de podcast, de communication, tout terrain, je suis votre homme. Voilà. Merci Théodore, c'était un plaisir de te recevoir Merci Ludo. et à très vite dans un autre épisode de Super Potion. Ciao, ciao!